Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une interview. J'ai avec moi Gaëtan Lebris. Gaëtan, Salut, comment tu Guillaume. vas? Et toi, comment tu vas? Ça va très très bien. Un petit peu malade, mais Ouais, ça va. ça. Moi, j'ai quelqu'un qui voulait te dire bonjour. Allez, Allez, viens dire bonjour. salut petit bonhomme. J'espère que tu vas bien. Je te présente Elios, mon fils, le réel propriétaire de One More Step Training, c'est lui, tu vois. Eh ben, écoute, enchanté. J'avais déjà pu l'apercevoir sur des stories et quelques vidéos à toi. Donc, ben, c'est un plaisir de le présenter à tous les auditeurs d'After Fight. Voilà, enchanté. Donc là, t'as plus qu'à aller au lit. Hein, c'est vachement bien quand même, non? Allez, bisous à papa. Allez, je viens de faire un bisou tout à l'heure. Hein, allez, à tout à l'heure. Alors voilà, bah comme ça au moins, t'auras vu le nain des nains, comme je l'appelle. Alors, ben, Gaëtan Lebris, je ne vais pas te demander de te représenter. On avait fait une très belle première vidéo ensemble avec une interview qui s'affiche à l'écran et je redirigerai donc tous les auditeurs qui ne te connaissent pas à aller donc déjà voir ce premier échange qu'on a eu ensemble qui s'est très très bien passé. Voilà, je tenais à le souligner. Depuis cet épisode, on a quand même gardé des liens et voilà, tu m'as toujours fait part de ta reconnaissance au travers de cet épisode que je t'ai fait. Voilà, parce que tu avais fait quand même une belle tournée des médias à ce moment-là. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, c'était un peu l'époque The Rob. On va pas se mentir, ça a été une très belle interview qui a excellemment bien marché. Un gars, encore avec qui j'ai énormément sympathisé. En fait, si tu veux, c'est vrai que cette, enfin, je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, tu vois, popularité et visibilité. Tu vois, et moi, j'ai eu cette chance. Après ce reportage de Brutix, Fight Club, hein, que maintenant je pense beaucoup de gens ont vu ou connaissent, en tout cas de nom, d'avoir une certaine visibilité. C'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes et je remercie Ciel que tu sois arrivé sur ce chemin-là parce qu'on a fait une très belle interview et j'ai une très très bonne relation avec After Fight et j'aime beaucoup aussi la manière, comment on dit, objective, tu vois, que tu as de mener tes interviews et tout ça. Je me souviens que j'avais été un des premiers à te faire confiance là-dedans et c'est clair et net que je regrette pas. Voilà. Eh ben, super. Ben, en tout cas, je te remercie d'avoir fait confiance à After Fight. Et donc, ben voilà, on remet le couvert. Donc, 10 mois après, exactement, 10 mois après, t'as fait du chemin depuis. Dans ce premier épisode, on avait parlé quand même de, ben, justement du KOTS. Il y avait pas mal de questions que je t'avais pas posées. C'est vrai que la première Dont- fois, je t'avais demandé d'être assez. D'ailleurs, la première fois, je crois que je t'avais demandé de me présenter tes questions. ouais. Et c'est ce qu'on n'a pas fait ce soir, où je t'ai dit, tu sais quoi, si on en fait une deuxième, autant qu'elle soit libre. Et je respecte le fait que bah, tu restes un média et que tu sois là aussi pour un petit peu bousculer certaines réponses, c'est-à-dire bousculer un petit peu les gens pour que tu aies les réponses à 100% à la question que tu poses. Et c'est pour ça que ce soir, toi et moi, je t'ai demandé de ne pas me présenter et de dire, bah, vas-y, on y va comme ça, on verra bien. Et je trouve que ça sera aussi, tout aussi, même encore plus transparent pour les gens qui t'écoutent, les gens qui te donnent de la considération, tout comme moi, tout comme les haters. Hein. Et heureusement qu'on en a, parce que sans eux, je crois qu'on n'avancerait pas. Bon, voilà. Ben, moi, Gaëtan, j'ai envie de te demander, quand t'es allé au KOTS, pour rappel, la petite histoire, t'étais avec un combattant, toi, là-bas. Je vais te remémorer des souvenirs lors de ce podcast, hein. Moi, je voulais Ah, savoir ouais. comment tu te retrouves là-bas. Comment tu te retrouves là-bas à ce moment-là? Alors, en fait, si tu veux, au départ, le KOTS, moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que tu sais, pour moi, les fight clubs, j'avais pris vraiment de la distance, tout ça, j'ai arrêté depuis des années. Et donc, je crois que c'est en 2020, ouais, en 2020, oui, oui, c'est ça, 2020, début 2020, où j'ai un combattant qui s'appelle Yannick, qui est polonais. Donc, Yannick la montagne polonaise, hein, et c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est quand même un gros bébé, hein, 1m93, 117 kilos, pur muscle. Hein. Quand je dis pur muscle, chacun comprendra ce qu'il a à comprendre. Voilà, donc, mais vraiment un sacré athlète, quoi. Un gars un peu hooligan, affilié au combat de forêt. Voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus, chacun se feront l'idée.
Mais moi, j'adorais la personnalité de cet homme-là. Enfin, moi, profondément gentil, profondément ancré dans le sport, dans le développement du sport à Gland, tu sais, la ville où moi j'ai ma salle, en Suisse. Vraiment, quelqu'un qui fait du bien autour de lui. Malgré, voilà, cette partie de vie privée où les combats de forêt, on en pense qu'on en veut. Euh, le physique qu'il a, on en pensera ce qu'on en veut. Mais voilà. Donc c'est comme ça que ça vient vers moi. C'est un ami policier d'intervention à Genève qui nous met en relation, puisque bah voilà, Yannick est en accord avec le King of the Street pour son premier combat. Et bah, bien sûr, il lui faut un préparateur. Et à ce moment-là, alors moi, je suis ni coach ni rien du tout. Je viens de vendre tous mes restaurants. J'ai pris 2 ans sabbatique où maintenant tout le monde le sait avec les interviews que j'ai faites. J'ai traversé une grosse dépression. J'ai eu des gros problèmes d'alcool. Aujourd'hui, je bois toujours un petit peu de bière, et des gros problèmes de drogue. Hein, donc voilà, là, comme ça, on pose le décor. Hein, les problèmes de drogue de Gaëtan Lebris, on aime beaucoup en parler. Donc voilà. Donc c'était à cette époque-là. Hein, donc je prépare Yannick avec un accord sur mon passif d'athlète là-dedans, si on peut appeler ça d'athlète, parce que c'est sans autorisation, il n'y a pas de licence, tu vois ce que je veux dire. Mais avec mon expérience là-dedans. Et donc, je prépare Yannick et on arrive au King of the Street. Je te passe les détails de la préparation qui a été assez dur hein, pour lui. Il a fait énormément d'efforts. Il vient du powerlifting, je ne sais pas si tu connais. C'est vraiment la spécialité entre le bench, développé couché, back squat et deadlift, hein, donc soulevé de terre. Donc, c'est vraiment tout en puissance, tout, tu vois, tout en performance, mais sur l'instant T. Donc, c'est vraiment ce que les gens ont du mal à comprendre dans les préparations physiques, la différence entre la puissance, la résistance et l'endurance. Donc, voilà. Donc, je prépare Yannick, on part là-bas. Et puis, bah, forcément, certaines personnes, quand même, de l'entourage du King of the Street me reconnaissent, puisque bah, j'ai fait forcément 2-3 choses avant. Donc, voilà. Ah, bah, Gaëtan, voilà. Ça se passe un peu comme ça. Une amitié naissante vraiment profonde hein, avec le propriétaire du King of the Street qui s'appelle Youssef. Se fait. Et voilà, ça se passe très très bien. Le premier soir, donc, je suis avec 3 combattants, Yannick, Valentin qui arrive là, je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Hein, ouais, que tu le découvres et que justement tu dis soit c'est une pompe, soit c'est une pépite. Enfin voilà, les gens ils reverront ce passage. Je laisserai les gens aller voir le premier épisode. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est comme ça. Mais bon, quelque part, il y a un 3e Français aussi que je coach au bord de la cage. Il faut bien comprendre la différence aussi. Les gens ont du mal, je crois, à comprendre en France, ou en tout cas en ce moment, la différence entre coacher quelqu'un et préparer quelqu'un. Et c'est une grande différence. C'est-à-dire que coacher quelqu'un au bord de la cage pour dépanner parce qu'il n'y a pas d'entraîneur, c'est ce que j'appelle coacher quelqu'un au bord de la cage. Tu vois, là, je coach vite fait. Préparer quelqu'un pour le coacher sur le bord de la cage, c'est vraiment le préparer, c'est emmener mon combattant. Donc moi, le seul combattant que j'ai emmené ce jour-là, c'est Yannick. Ok, point. Après, je me récupère 2 autres combattants français. Ils disent ah, j'ai pas de coach. Est-ce que tu veux bien être au bord de la cage pour m'aider, me donner 2-3 instructions, 2-3 avis quand le combat se passe. Donc le 3e, c'est Thomas. Thomas, hein, on le connaît maintenant, donc avec marqué White Power dans le cou, ami de Orsu Corsu avec marqué Too White for You sur le ventre, forcément extrême droite, ultra extrême droite. Donc voilà, donc je me retrouve avec des francophones, moi, à la base. Tu vois, donc je me dis, moi, je suis un patriote. Okay, donc le français avant tout. Donc voilà, je suis avec des francophones. Je me dis, bon, bah voilà, je vais aider les Français ce soir-là. Comme j'ai envie de te dire, Inch'Allah, on a fait 3 victoires, tu vois. Donc forcément, le propriétaire du King of the Street, Youssef, il vient me voir, il me dit, salut Gaëtan, putain, quelle performance ce soir. Qu'est-ce que tu as fait avec ces mecs-là? Moi, je dis déjà 2, je viens de les trouver là, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai vu les adversaires vite fait, je les ai appris la veille, tu vois. Donc, j'ai fait un espèce de game plan hier dans l'hôtel, du hall de l'hôtel, tu vois, où on a décalé l'étape pour rouler sur des tapis. J'ai pas fait grand-chose, mais ça passe. Et Yannick, honnêtement, fait une performance de fou furieux. Il pulvérise un mec de la Légion, 10 ans de Légion étrangère. Donc forcément, ça marque les esprits, si tu veux. Valentin qui saute sur le crâne du gars. Ouais. Il faut quand même rappeler, je le dis, ça c'était quelque chose qui n'est peut-être pas sorti officiellement. Moi, je le dis, je te le dis à toi, je te le confie, je te le donne. Le mec est mort, d'accord? L'adversaire de Valentin est décédé de la suite du combat. Ah ouais, chaud. Ah oui, tu vois. Donc aujourd'hui,
Et là, on se dit, ah ouais, alors le King of the Street m'a écrit, j'ai l'échange sur Telegram, donc je pourrais te publier en preuve si tu veux. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Mais oui, l'adversaire de Valentin est décédé 3 mois après, suite d'une commotion cérébrale qui n'a pas été soignée après le combat. Donc, si tu veux, aujourd'hui, quand on me dit le King of the Street, je dis oui. Quand je dis il y a quelque chose à perdre, c'est ce que j'ai dit à Charles Villard, il y a vraiment quelque chose à perdre. Donc, c'est comme ça que Gaëtan, je t'ai amené là sur ce sujet-là en fait parce que quand on voit justement ce documentaire qui santé qui a la preuve à l'appui justement pour moi c'est là vraiment que tu as explosé, on va dire. Déjà que le KOTS a été mis, on va dire, sur le sol français médiatiquement, et ton visage est apparu aussi. Je pense que tes réseaux et tout ce qui en suit, ta médiatisation. Mais je pense que quand même, pour en arriver là, il faut une certaine crédibilité. Est-ce que tu jugerais que c'est ton passé qui t'a permis d'en arriver là, tes expériences des combats illégaux que tu as eus, ou c'est uniquement tes coachings ainsi que tes connaissances dans les sports de combat et les combats surtout à main nue, tu vois, tout ça? Ou comment tu définirais justement, tu vois, le fait que tu te retrouves là aujourd'hui? Est-ce que c'est de l'opportunisme parce que tu étais au bon moment, au bon endroit, tu as eu les bonnes connaissances? Est-ce que c'est parce que tu as voulu aller dans ce côté-là? Est-ce que tu l'as provoqué ça? Est-ce que c'est ton passé? Tu vois, la question que je te pose, elle est vaste. La question est bien posée. Je vais te dire honnêtement, c'est pas parce que je veux pas m'engager sur une réponse, c'est juste pour te dire que franchement, je pense que c'est un amalgame de tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que certaines personnes ont eu vent du passé de combattants illégaux que j'ai eu. Donc, certains combattants sont venus vers moi pour être formés, ou en tout cas que je les aide à la préparation à ça. Ce jour-là, bam, ça passe fort, tu vois ce que je veux dire? Et ça continue à passer fort par la suite avec Valentin. Donc, en fait, si tu veux, c'est le fait que j'ai eu un passé là-dedans un peu obscur, puisque tout le monde demande, mais où sont les combats de Gaëtan Lebris? Mais Gaëtan Lebris s'est fait chier à tous les enlever de YouTube, sauf un, c'est une de mes plus grosses défaites, une de mes plus belles défaites d'ailleurs dans une cage d'MMA que j'ai laissé avec certains haters aujourd'hui de renom, hein, se délectent, on en parlera plus tard je pense, mais qui se délectent de publier et de critiquer. Il fallait savoir quand même qu'avant ce combat-là, 15 jours avant, j'étais en Serbie, je prenais une branlée de ouf. Mais voilà, donc je veux dire aujourd'hui, je pense que c'est vraiment mon passif de combattant qui a fait que je suis arrivé à coacher les premiers Français. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. À un moment, il faut parler franco de ce qui est, des premiers Français qui ont combattu et performé au King of the Street. Ensuite, il y a aussi, moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de mes qualités de préparateur. Voilà. J'aimerais qu'on arrête de se dire, mais qu'a fait Gaëtan avant? Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Principal, c'est qu'est-ce que ça sort aujourd'hui? OK? Je connais beaucoup de combattants qui parlent beaucoup aujourd'hui, qui ont fait des performances dans des organisations mais dans d'autres sphères que les miennes, et qui aujourd'hui ne sortent pas un champion. Voilà. Aujourd'hui, moi, je pense avoir participé un petit peu à l'essor du bark knuckle français avec les 2 premiers poids lourds européens, enfin champions européens poids lourds professionnels, qui sont Steve Venom, French Viking, dans des organisations de seconde ligue de bark knuckle en Angleterre, mais les 2 premiers champions d'Europe professionnels poids lourd en bark knuckle sortent de ma structure. Alors on va dire, regarde-le, le prétentieux, comment il se la raconte, regarde comment il prend la lumière. Je ne prends pas la lumière, je dis ce qui est. Par contre, quand Valentin, sur son premier title shot, prend une branlée monstrueuse, le reportage que je conseille une fois de plus de la Raj Production à Samy, on voit que je prends mes responsabilités sur la défaite de Valentin en disant je me suis loupé sur ce que je pensais de l'adversaire et sur le game plan que j'ai demandé à appliquer à Valentin. Donc je pense très sincèrement que c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, on parle de Gaëtan Lebris depuis quelques mois par rapport au bark knuckle, par rapport aux combats illégaux. Et je pense aujourd'hui qu'il faut plus s'intéresser à la légitimité des combattants qui sont sortis de ma structure et qui ont produit des résultats, plutôt que de s'intéresser de savoir si je me mettais un doigt dans le cul ou dans l'oreille il y a 20 ans. Voilà.
Ouais, parce que est-ce que tu penses justement que c'est important ce que tu as fait avant ou ce qu'un entraîneur a fait par le passé, tu vois? Même si Moi, je aujourd'hui, pense on sait qu'il y a qu'aujourd'hui, quand même des entraîneurs qui ont pris des KO et qui sont connus, tu vois, et qui ont fait des champions. Tu vois, je pense à Fernand Lopez qui a fait du MMA, qui a pris des gros KO, mais ça n'empêche pas que, tu vois, l'entraîneur que c'est et ce qu'il a fait avec Cyril Gane, avec des grands combattants, tu vois. Enfin, est-ce que tu vois, c'est pour ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu connais qui pensent déjà que mon tu as point de vue en grossi. privé sur Fernand Lopez. Fernand Lopez, c'est pas quelqu'un que j'admire. C'est pas quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un que je ne connais strictement pas dans ma vie privée. Attention, je n'ai jamais échangé ne serait-ce qu'une seule lettre, comme ça, qu'elle soit verbale ou écrite, hein, on ne pourra pas déformer ce que je dis, avec Fernand Lopez. Par contre, de ce que je vois, parce que Fernand Lopez, moi, m'a fasciné à un certain moment. Je le dis honnêtement, c'est vrai, il m'a fasciné. J'ai dit, comment faire une putain d'usine à champion comme il fait. Au-delà de ça, après, l'homme reste très discutable. Et puis, forcément, le monde est tout petit. Donc, quand vous avez envie de savoir des choses sur les plus gros, ça va vite. Forcément, moi, je suis un tout petit, tout petit. Donc, quand on essaie de savoir des choses sur moi, c'est plus difficile de les avoir. Mais voilà, Fernand Lopez, si on me disait aujourd'hui, Gaëtan, y a-t-il un entraîneur en France ou un préparateur, tu vois, hein, j'irais plus chez Daniel Warin ou Clément Marcoux que chez un Fernand Lopez. En tout cas, si j'étais athlète. Pour moi, aujourd'hui, il y a des athlètes qui ont fait de très bons choix de partir. Voilà, tu as compris. Je pense qu'il y a des athlètes qui font de très mauvais choix de rester. C'est mon Ah, avis. après, après, ça C'est fait plus partie du manager. sport. Ouais, après, ça fait partie du sport de haut niveau. Moi, en fait, ce que je venais à dire là, c'est est-ce que, tu vois, si tu n'avais pas eu ce passé, est-ce que tu penses que tu aurais cette crédibilité à dire ce que tu as fait aujourd'hui, tu vois? Est-ce que c'est peut-être, tu vois, aussi pour ça que les gens, justement, mettent le doigt sur ce que tu as fait avant et veulent savoir ça, Il tu y a vois? il y a que deux exceptions, à ma connaissance. Après, attention, hein, je n'ai pas la science infuse et moi, contrairement à certains qui s'expriment aujourd'hui sur mon cas, qui ont l'impression de connaître tout et ne plus rien avoir à apprendre, moi, je reste enseignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne connais que deux exceptions dans le sport de haut niveau ou dans le sport semi-pro, pro, ok, qui n'ont jamais pratiqué le sport, dans lequel ils ont coaché, dans lequel ils ont préparé des athlètes. C'est Lucas, pour Lorman Odou, ok, il ne sait pas nager, le mec, il a fait une championne olympique. Si seulement il avait fait qu'elle, ça se serait. Et il y a un des entraîneurs de Gilles Rosier qui n'a jamais monté à cheval. Voilà. Donc, point. Mais ça reste des exceptions. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut être légitime dans son expérience, légitime dans ses connaissances. Et là, le maître mot, il est là, légitime dans sa pédagogie de transmettre son savoir et son expérience à un athlète pour le construire par rapport à ses capacités personnelles. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est là où je pense que, par exemple, ça pêche pour Fernand. Et moi, la question que j'ai envie de te poser et que tout le monde a envie de te poser, vu que tu vois, tout le monde s'intéresse à ton passé, est-ce que si tu n'avais rien fait, que tu n'aurais pas fait de combat, que tu n'aurais pas fait ceci, cela, tu l'aurais dit, tu vois? Tu vois? En fait, Est-ce si que tu veux, tu vois aujourd'hui, où je veux en venir? qu'est-ce que ça change sur les résultats que j'ai en tant que coach? Donc aujourd'hui, Non, dis-toi clairement, ouais, bien, c'est vrai. la seule chose que je peux te dire, c'est que si on a un qui a bien creusé son histoire avant de me mettre en avant pour des millions de vues, c'est Charles Villa. Oh, c'est un grand reporter. C'est comme Ouais, si tu c'est lui c'est disais, ça. quand il a été voir les Mexicanos au Mexique, c'était pas des trafiquants de drogue, c'était des mecs qui jouaient avec un kilo de cocaïne et un flingue juste pour faire rigoler devant la caméra. Mais arrêtez, c'est comme si on avait dit, il n'a pas plongé avec des requins, il a plongé avec des brochets. Non, mais arrêtez de tirer des choses juste pour se dire, ah oui, mais si. Tu vois, en fait, je crois qu'il y a une phrase qui est terrible dans le monde aujourd'hui. Il y en a deux. C'est le oui, mais. Tu vois, mon fils de 7 ans qui t'a dit bonjour tout à l'heure, je lui ai toujours appris à dire il n'y a pas de oui, mais. C'est oui, non. Et la deuxième, c'est Gaëtan, on a toujours fait comme ça. Tu as toujours fait comme ça? Bah, tu auras toujours le même résultat. 2 plus 2, ça a toujours donné 4. Si tu veux 5, tu as intérêt de changer l'équation. Sinon, tu auras toujours le même résultat. Donc voilà, aujourd'hui, les gens, comme il y en a un qui dit ah, on n'a pas autant que ça sur Gaëtan Lebris.
Ouais, mais ça change quoi dans les résultats qu'il produit en tant que préparateur? Walou. Clairement. Et c'est ce qui prône aujourd'hui, justement, le doc. Seulement, on se disait, Gaëtan, il est bankable, comme un Jack Paul, par exemple. Tu sais, le mec, il arrive de YouTube, il est là, il met des patates, et puis on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas qui le prépare, et puis on ne sait pas si les combats, ils sont payés. On parle de l'athlète, de Jack Paul, il est là en lumière, bam, tu vois. Là, on parle de Gaëtan, le préparateur, l'entraîneur. Est-il légitime? Tu as vu les résultats? Oui, je crois. En tout cas, le seul connard qui a été mettre ses pieds au milieu de 300 hooligans avec des combattants français, j'en connais qu'un. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire aux haters, aux gens qui sont là, et je vais le dire le nom, c'est des Cyril Diabaté dans ce moment, taisez-vous. Tu vois, j'ai même pas envie d'être grossier, pourtant je sais que je le suis, hein. Mais j'ai du respect tellement pour cet athlète qu'il a été, que taisez-vous. On s'en fout du passif en fait. Moi, les résultats de l'entraîneur. Discute ça. Bien. Les ceintures, je les ai dans la salle. Hein. Et Gaëtan, il y a eu un autre déboire qu'on est obligé de parler. C'est justement cette vidéo. Voilà. Et franchement, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir. Tu l'as expliqué sur une interview ou pas? Tu vois, on va être honnête avec les auditeurs. Tu voulais pas forcément sur le premier que j'en parle. Je l'ai expliqué sur un live, mais tu es le premier média avec qui j'accepte d'en parler. C'est important d'en parler parce que ça a été viral, tu vois, ça a beaucoup tourné et je pense que cette vidéo, elle a voulu entacher un peu justement le coach et ce que tu avais fait au KOTS. Maintenant, tu vois, je pense que c'est pas dans toutes les organisations de sport, de MMA ou quoi qu'on voit l'organisateur, tu vois, faire ce geste qu'il a fait à un coach de MMA, à un coach, pardon. Tu vois, surtout dans le MMA, je parle parce que moi, je regarde beaucoup de MMA, tu vois, je veux dire, donc là, on est dans des manières, et je crois qu'en plus, tu l'as dit, je t'ai entendu le dire récemment, ce coach, enfin, cet organisateur, il avait une arme, apparemment. Donc après, alors, je ne sais pas comment. Bien sûr. Alors, si tu veux, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, on voit le troisième combat du French Viking face à Eric Olson. OK. Ouais. Eric Olson, c'est une pointure. Moi, je te dis aujourd'hui, c'est comme quand tu arrives, à l'UFC et tu arrives et tu tapes un top 15. OK. Point barre. Non, mais pour nous, c'est ça. Hein. Eric Olson, c'est 36 combats. D'accord. Et en plus de ça, c'est le pire. Je suis désolé de le dire. J'espère que tu mettras pas un bip parce que le mot est juste. C'est le pire fils de pute que tu peux connaître dans la malhonnêteté du combat. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui a mis le doigt dans l'œil, qui a arraché l'œil de son adversaire. Enfin, c'est le mec, si au King of the Street, par terre, il peut te mettre un doigt dans le cul pour que tu lâches la prise, il va le faire. D'accord? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, les gars. Le mec, il s'est fait arracher l'oreille, l'autre. Si je te mets tout mon avant-bras dans ton trou du cul, il n'y a pas de règle. Il faut le comprendre. Alors après, aujourd'hui, c'est là où moi j'en veux au King of the Street, c'est il n'y a pas de règle. Oui, mais enfin quand même, un minimum d'humanité et de conscience. Ok. Je préfère perdre mon combat que de gagner en ayant dévié mon adversaire en lui mettant un doigt dans le cul ou un doigt dans l'œil. C'est mon problème de conscience. Donc on se tape avec Eric Olson, ok? Il faut savoir que du fait que Valentin a tué son premier adversaire, eh ben, il est difficile de trouver des adversaires pour Youssef. Donc aujourd'hui, Eric Olson a été le 6e adversaire qu'on nous ait proposé et il arrive en short notice, genre en 4 jours avant la date. Forcément, on a énormément d'admiration. On sait qu'on prend un gros client. Je regarde Valentin, je lui dis, écoute, à mon avis, ils veulent faire mousser un peu, là, tu vois, ils font venir un Américain, il faut payer le voyage, il faut payer la prime. Eric Olson, il ne prend pas le même prix que nous, ce que je peux comprendre. Tu sais, tu vois, dans les fight clubs, dans ces organisations de combats illégaux, puisqu'il n'y a pas, en fait, c'est ça qu'il faut bien faire la différence. King of the Street, c'est une organisation de combat illégal. Le fight club, c'est encore autre chose. C'est un peu la même chose que le King of the Street, sauf que nous, les combattants, on est payés par rapport au pari. Donc, on a une cote. C'est ça que Cyril Diabaté n'a pas compris.
C'est-à-dire que moi, quand j'ai gagné ces 48 000 euros, j'avais une cote de 18 contre 1. T'imagines, j'étais donné perdant à 18 contre 1. Voilà. Donc ça m'étonnerait que Cyril Diabaté ait eu les couilles un jour à l'UFC de prendre un combattant à 18 contre 1. Je ne pense pas qu'il ait un manager qui lui ait conseillé de faire ça. Donc aujourd'hui, quand Eric Olson, on rentre dans la cage, moi je tourne autour de la cage comme un. On connaît mon côté hyperactif, machin, tout ça, où je suis très investi pour Valentin. Et il est vrai qu'à un certain moment, j'essaie de me glisser entre les gens. Et certainement, j'ai dû passer un petit peu, tu vois. Et il y avait la meilleure amie de la femme de Youssef, qui s'est sentie peut-être un petit peu coupée. Et on le voit très, très bien sur la vidéo. Tu pourras aller la regarder, tu pourras aller choper. Moi, je l'ai vu. Une fille en blanc qui me pousse dans le dos. Et moi, je te jure, quand tu es au milieu de 300 hooligans, tu te demandes qui c'est qui te pousse dans le dos, tu vois. Donc moi, je me retourne en faisant, et merde, je me retrouve face à une meuf, tu vois. Et je regarde, je dis, refais pas ça. Et je retourne coacher. À ce moment-là, Youssef, qui est l'arbitre du combat, demande à sa sécurité de me faire pousser de la cage. À ce moment-là, on commence à apprendre qu'il y a des règles à l'extérieur de la cage pour les coachings, mais pas à l'intérieur. Donc moi, je me rebiffe. Le responsable de la sécurité, que je connais très bien, c'est celui qui a le masque doré avec la Kalachnikov. Il arrive, il dit au gars de la sécurité, vous ne touchez pas, ça va partir en couille. Et il me dit, Gaëtan, je reste à côté de toi, mais la vie de ma mère, tu ne touches pas la cage. Je dis, OK. Le combat se termine, on gagne. Mais l'histoire avec la meilleure amie de la femme de Youssef reste là. Avec Youssef qui était fâché à l'intérieur, qui s'est pris la tête avec son responsable de la sécurité en disant, quand je te dis de sortir quelqu'un, tu le sors. Il a dit, lui, je ne le sors pas. Depuis quand il doit coacher d'une certaine manière et il n'y a pas de règle à l'intérieur. Donc moi, Valentin, il prend un coup de tête par Eric Olson, donc il est ouvert. Et à ce moment-là, je suis en train de le recoudre dans l'infirmerie. On voit bien, je suis accroupi, en train de le recoudre avec une aiguille courbée, parce que c'est moi qui étais en train de faire de la couture. L'autre, il rentre dans l'infirmerie, et je me lève, parce qu'il faut savoir que Youssef est handicapé de sa main droite. D'accord ? Vous le verrez sur les vidéos, c'est pour ça qu'il a un truc un peu en or, là. Il tient les doigts, il a été touché sur un nerf ici, en Thaïlande, quand il faisait ses box, parce que c'est un super combattant de boxe thaïlande. Donc il a été ouvert là dans une bagarre où il est passé à travers une vitre, et donc il a les doigts qui tombent. Donc il a un truc qui le tient. Donc il en a. Et si vous voyez bien, la baffe, elle part de la main gauche. Et je la prends en pleine gueule. Mais quand je te dis je la prends en pleine gueule, je m'y attends vraiment pas. Parce qu'à la base, je m'entends très très bien avec lui. Même s'il y a eu ce petit accrochage dans la cage, tu vois. Okay. Et là, je le regarde. Alors déjà, je te pose la question de qui filme derrière. Pourquoi c'est un plan presque fixe? Parce que c'était pas prévu. Moi, je me suis posé la question. Et là, je le regarde et je dis, toi, je vais te tuer. J'arrive, je vais te tuer. Et là, tu n'as qu'à voir que la vidéo, elle se coupe. Ouais, la vidéo, elle ne dure pas après. Ouais. OK. Mais là, c'est sécurité qu'il sort de l'infirmerie. Et aussi sûr que tu as vu mon petit garçon tout à l'heure. Et moi, je finis de recoudre Valentin et je dis maintenant, j'arrive. Et Valentin m'a supplié de ne pas poser de problème. On est à Göteborg. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, moi, je le dis. S'il est en prison, c'est parce qu'il y a un gros trafic de drogue qui a sponsorisé le King of the Street. Okay, moi, j'en parle. J'ai pas de problème aujourd'hui. OK. Donc, moi, je sors et je dis, Léo, ce fils de pute. J'ai attendu 20 minutes à côté de sa cage. Jusqu'au moment où le responsable de la sécurité m'a dit, Gaëtan, il est parti, on l'a extrait de là. On ne peut pas le laisser avoir des problèmes où c'est filmé, où tu vas refaire avec ton téléphone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti du hangar. Et je l'ai attendu encore 20 minutes en insultant fort. Mais ça, personne n'a filmé. Parce qu'il fallait bien avoir une preuve. Ils espéraient qu'une seule chose, en fait, c'est qu'on perde avec Valentin. C'était de faire perdre les Français. Mais malheureusement, on a pété Eric Olson. Et voilà, donc c'est une vidéo qui est coupée. Et après, le King of the Street en a fait tout un truc, a fait un spam, une espèce de spam avec tous mes followers. Tous les followers de mes followers. Pour te dire qu'ils ont un service informatique, un truc de dingue. Même si moi, j'ai 2-3 copains qui peuvent te retrouver une adresse IP, en l'espace de 4-5 heures, tu vois.
en t'identifiant l'endroit. Là, ils sont très, très forts. Et puis là, cette vidéo, elle est virale. Mais elle est coupée, cette vidéo. Comme par hasard, elle coupe au moment où je fais. Et il n'y a pas où je pose tout, la couture et tout. Et j'avance. Il est déjà plus devant moi. Et il est vrai, je le pense honnêtement, que quand il me met cette gifle, déjà, il y a son responsable de sécu derrière, qui lui est avec la Kalachnikov. Et ce n'est pas une arme factice. Hein. Quand tu as 300 hooligans, si à un moment ça part en couille, faut arroser, hein, parce que sinon, tu es mort. Tout le monde est découpé là-dedans. Tu vois, ce n'est pas des organisations de MMA que Cyril Diabaté a l'habitude. Par exemple, quand je le prends en exemple, parce que c'est un peu chaud en ce moment entre nous sur les réseaux sociaux, je le prends en exemple juste pour ça. Ou que ce soit un autre combattant qui pourrait dire la légitimité de Gaëtan qui prend une tarte dans la gueule. Alors oui, effectivement, cette tarte dans la gueule. Non, après, même mon père m'a jamais giflé comme ça. Voilà, après, moi, c'était important que je parle de ça parce que c'était un sujet que, tu vois, on se doit de mettre sur la table dans ce podcast et qu'on ne doit pas esquiver. Voilà, même si que ça plaise ou non, voilà, on ne pourra pas me le reprocher en commentaire et dire, tu vois, je t'ai jeté des fleurs et je t'ai pas parlé de ça. Donc, c'est pour ça que c'était important. La première fois, c'est moi qui t'avais demandé de ne pas en parler. Donc, voilà. Aussi. Et à la suite de ça, donc, bon, avec le Fresh Viking, il me semble que vous refaites un combat après, cette montagne-là, justement. Ouais, effectivement, après un King of the Street, Eric Olson, impossible pour nous d'aller plus loin parce que forcément, Youssef dit Viking peut revenir, mais il vient sans son entraîneur. Donc, on a notre lien avec Valentin qui est encore pas tout à fait pourri. Et Valentin dit je peux pas combattre sans Gaëtan. Donc, c'est terminé. Donc, on part en barque knuckle. Et là, forcément, on a de très belles opportunités. À ce moment-là, Valentin, il a 3-0 au King of the Street. Aujourd'hui encore, Valentin reste le meilleur King of the Street. D'accord ? Et toi, à ce moment-là, tu le manages aussi. Tu es son préparateur, tu es son coach, tu es son manager aussi. Son manager, il y a des... Premier contrat professionnel au BFBA, il le signe avec moi. Et d'ailleurs, on en a fait une publication. Tu peux la trouver sur mon mur. Ok. Et par la suite, vous vous séparez, j'ai envie de dire. Alors, on perd le premier title shot sur l'organisation BFBA. On perd face à Rich Illich. On prend une belle montée. On découvre. Maintenant, moi, je suis là pour tout dire. Je ne suis pas là pour laver mon linge sale en public. Mais à un moment, Valentin, tu sais, il a été capable de donner à certains hooligans extrémistes d'extrême droite l'adresse de l'école de mon fils. Tu vois ou pas ? Jusqu'où ça va ? Ok. Donc aujourd'hui, moi je le dis, les problèmes de drogue profonds de Valentin nous a coûté la première ceinture. D'accord ? Donc on a dû travailler derrière, travailler sur peut-être même un certain sevrage. Ça a été très dur pour lui. Et franchement, il a tout mon respect pour ça. Parce que déjà, il a eu l'honnêteté de me le dire tout de suite après, quand on a perdu. Et en plus de ça, il a eu le courage de travailler sur lui-même pour se purger, revenir fort et prendre la ceinture. Et ça, tous les combattants ne sont pas capables de le faire. Ok ? Le seul problème, c'est que Valentin a eu plusieurs problèmes avec plusieurs drogues. Et ça n'a pas toutes les mêmes incidences. Et on le sait très bien, hein, je ne suis pas non plus sans faiblesse à ce sujet-là. Donc, ça a été très dur pour nous de gérer tout ça. Et Valentin s'est enfoncé lourdement là-dedans. Donc, on a gagné la ceinture. Une fois qu'on a gagné cette ceinture-là, la popularité, puisqu'on ne parle plus de visibilité, on parle de popularité de Valentin, a explosé. Et comme je le dis souvent, il y a deux choses qui sont dramatiques pour un combattant ou pour un sportif professionnel, c'est la drogue et les femmes. Moi, je le dis, ce qui pervertit un athlète des sports de combat, c'est la drogue et les femmes. Point. Le monde de la nuit, si tu veux, et les femmes. Et Valentin, voilà, quand tu es à Genève, tu es le French Viking. Hein. Je vais te dire un truc, tu as juste à faire ça. Hein. Pour baiser qui tu veux, pour avoir le dealer que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Et Gaëtan Lebris, il l'a pris chez lui pendant les 6 ou 7 premiers mois. Et après, on s'est porté caution, ma compagne et moi, tu vois, de Valentin.
pour lui trouver un appartement, tellement ça se passait plus bien chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Après, je ne vais pas rentrer dans tous D'accord. les détails. Non. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'est pas là pour ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, Valentin était plus chez moi tout le temps avec moi. Ouais, tout à fait. Comme on dit, On est pas. Gaëtan, il est étouffant, tu vois. Mais voilà, c'est ça. Et après, bah, par la suite, voilà, Valentin, comme je contrôle plus son assiette, comme je contrôle plus ce qu'il boit, ce qu'il dort, comment il s'entraîne, comment il doit venir à l'entraînement, parce que quand il vivait avec moi, bah, il venait avec moi à l'entraînement. Tu vois, et bah forcément, ça s'éloigne. On n'a plus du tout non plus la chance d'avoir les mêmes gens qui nous ont aidés. On a eu de grandes aides. Hein. Richard Pedro, Bertrand Moussou de loin est intervenu aussi. On a fait appel quand même à des très très grands pour nous aider pour Valentin. Donc si tu veux, c'est la descente aux enfers. Valentin, forcément, voilà, m'emprunte de l'argent. Donc forcément, j'ai confiance en lui quand même. Donc je lui donne. Voilà, on a été caution de l'appartement, ça a été une catastrophe. Il a fallu qu'on paye. Puis voilà, et puis aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles de Valentin. Et bon, là, tu nous as un peu expliqué quand même les raisons. C'est une douleur quand même, ça, quand ça se passe pour toi? Parce que, ben, hormis l'argent, hormis, tu vois, les C'est plus que problèmes ça. qu'il a eu, tout ça, tu vois, parce que je sais que tu misais beaucoup sur lui et que vous aviez créé des relations. Je voudrais en parler, est-ce que tu as fait une dépression à la suite de justement, de la rupture de lui? Dépression, non. Une dépression, non. Mais c'est ce que j'appelle une. Tu vois, si je devais prendre une métaphore ou une image, c'est ce qu'on appelle la séquelle d'une mauvaise fracture. Hein. Alors que tu te fractures le tibia, et des fois ça se répare bien. Quand tu commences à faire tibia péroné, plateau tibial, ça se répare beaucoup moins bien. Et ben voilà. Je marche aujourd'hui, et je fais très attention à pu me faire ouvrir l'anus sur la place publique comme ça. Parce C'est que quand important je que j'en le parle. dis, Ouais. j'ai coaché Valentin comme si c'était mon fils. Ouais, ben, c'est Euh, justement, c'est ce qui a qui, rigolé de moi, c'est Fabrice Alouche. c'est ce qui fait aussi dans ce documentaire qu'il a, je pense, aussi beaucoup marché, c'est cette relation que coach et athlète, tu vois. C'est ça aussi qui, je pense, a fait Lui que aussi, ce document. lui aussi une relation très très proche, hein, très très un peu. À un moment, elle a été un petit peu fusionnelle aussi avec Steve Venom. Et très Ben, vite, on va en lui comme venir. nous, On va en parler. on a repris une certaine distance. On a fait nos choses qu'on avait à faire. Et puis Steve a décidé après de se tourner vers Clément Marcoux C'est ça. euh, Et pour partir de ma structure. tu me devances, Gaëtan, tu me devances. Juste pour terminer sur le Fresh Viking, euh, aujourd'hui, quand tu vois je crois qu'il a changé de coach, il a quand même continué sa carrière. Aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets, je parle sportivement pour lui, pour justement, quand tu vois je pense que tu es celui qui le connaît mieux que personne. Je parle de ses capacités, là où tu l'as pris, là où tu l'as emmené, et jusqu'à où tu aurais pu aller. J'imagine qu'il y avait des objectifs à long terme avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois ces objectifs peut-être pas atteints et où il en est aujourd'hui dans sa carrière, est-ce que tu vois, il n'y a pas un peu un goût amer à ce niveau-là? Alors, amer, non. Par contre, bien sûr, je suis conscient qu'il a tout gâché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Valentin, on n'en entend plus parler, vous n'en entendrez plus jamais parler. C'est terminé. Je vous le dis, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire qu'avec la pétée qu'il a pris au grand âge, je ne sais pas si tu l'as vu. Je crois que ouais, j'ai vu passer le highlight justement, ouais. Justement, quand tu vois ces images, ces vidéos, toi, ça te fait quoi? Est-ce qu'il y a un petit goût de bah, tant pis pour toi ou J'ai non quand tellement. même putain Je suis merde. honnête avec toi, Tu vois ce que Kevin. Quand les gens, en fait, le soir où ils combattaient, j'étais sur une manifestation. Tu sais que j'ai entraîné une équipe de Béour, des mecs qui font des trucs de chevalier, là. Tu sais, ouais, avec. j'ai vu. Ouais. C'était On va quatrième en ou parler. cinquième. On va en parler Ah de ouais, ça. tu vois, donc j'étais dans une des manifestations, parce qu'on appelle ça une manifestation médiévale. Donc, et donc le soir, forcément, je rentre, je tourne en rond dans ma chambre, j'attends, j'attends. Et il y a un outil qui est génial, et là, ça fait. Je dis bon.
Je regardais mon téléphone, je te jure que j'étais comme ça. Je regardais mon téléphone, bon, et je chope un gars en qui j'ai confiance, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais donc, tu sélectionnes. Tu fais semblant de ne pas voir et tu sélectionnes. Et je lis, putain Gaëtan, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il ne va jamais s'en remettre. Point. Et j'ai un lien qui est une capture d'écran du pay-per-view. Ah, la vidéo, quoi. Et je vois cette minute 30, Kevin, que le ciel m'écoute. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai tellement, mais tellement, tellement pleuré. J'ai pleuré de peine, parce que prendre une pétée comme celle-là, je sais bien ce que ça donne. J'ai tellement pleuré parce que quand je l'ai vu bouger dans le combat, je savais qu'il n'était pas dans ton état normal. Tu reviendras sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et de le voir tenter de se relever comme ça, qui n'est que l'ombre du French Viking que nous avons créé. Valentin n'avait pas de réseaux sociaux, n'avait pas de nom. French Viking, c'est moi qui lui ai dit, c'est bien French Viking, non, avec ta barbe, Viking, French Viking. Ouais, un Viking français, ça n'existe pas, nique ta mère, toi. Tu vois, French Viking, tu vois. Le French Viking comme ça dans les cordes, et de rester, comment on dit, en tailleur, les pieds croisés, complètement hébété, après avoir pris une gauche monstrueuse d'un autre papy. Putain, on avait perdu contre un mec de 42 ou 43 ans, Rich Chilik, pour le BFBA. Pour moi, c'était une pâle copie, une pâle photocopie de ce qu'on avait fait, mais il était balbutiant, il n'y avait pas de garde. Je regarde 7 minutes 30 et oui, 7 minutes 30 m'a traumatisé un petit peu, c'est vrai, je reconnais. J'ai pleuré, mais les gens ne pourront jamais imaginer l'arrachement de mes entrailles que j'ai vu à ce moment-là, quand j'aurais voulu lui dire mais lève ta main quand ça arrive, quoi. Et il la prend en pleine gueule, pleine pommette, mâchoire. Waouh. Tu vois sa gueule qui fait waouh. Elle était là, tu vois. Alors que, toujours comme ça, cueille-le, Valentin, cueille-le. Il bougeait comme un mec de 80 kilos, mais ça a été, mais ouais. Je sais pas si je peux employer le mot, mais pour moi, ça a été une de. Bon, après, j'ai une petite carrière d'entraîneur, hein, tu vois, mais c'est une de mes tragédies sportives. Ah ouais. Cet instant de le voir comme ça a été terrible. J'ai pleuré, mais mon Dieu, ce que j'ai pleuré. Oh la vache. Des hectolitres. Ouais, putain. Ça m'a fait mal. Donc aujourd'hui, j'imagine que c'est de la déception, quoi. Voilà, quand tu tires un trait sur tout ça, malgré ce beau documentaire, cette belle aventure, ces accomplissements au KOTS, ainsi que cette relation, au final, quand tu vois ce qu'il en reste aujourd'hui de lui, tu vois, parce que j'imagine que pour un coach, quand même si tu ne travailles plus avec, tu aimerais qu'il pète tout, quoi. Parce que c'est ce que j'ai toujours espéré et j'espère toujours. Et d'ailleurs, ça se passe très très bien pour Steve Venom. Ouais, justement, regarde, tu vois, on fait la transition parfaite. Voilà. Au départ donc du Fresh Viking, de Valentin, il y a donc l'arrivée de Steve Venom. Enfin, il me semble qu'il venait déjà faire des sparring avec le Fresh Viking. Il était déjà là, c'est ça? Le Viking a décroché sa première ceinture au BFBA. C'est bien parce que Steve Venom est arrivé dans notre structure. Steve, il m'écrivait depuis déjà 2 ou 3 mois. Gaëtan, laisse-moi venir montrer ce que je vaux. Je disais, écoute, j'ai pas besoin, tu vois. Pas besoin, j'ai assez pour l'instant pour tourner avec. Puis un jour, je sais pas pourquoi, Valentin me casse les couilles. Je dis, tu sais quoi, je vais te faire venir un mec à t'exposer ta gueule à l'entraînement. Ça, tu vas comprendre, en fait. Et le Steve Venom, il arrive et c'est ce qui s'est passé. Steve Venom a descendu le French Viking en moins d'1 minute en sparring dans ma salle. Mais quand je te dis, il l'a descendu, il l'a descendu. Hein. Il l'a pas descendu en mode. Il l'a descendu en mode hémorragie. En plus, moi, je suis un espèce d'autiste. Je suis un espèce d'autiste dans ma salle avec ma moquette. Ne tâchez pas la moquette. Et là, j'avais du sang partout.
Partout, partout. Il avait arraché la tête du French Viking. Et là, justement, avec Steve Venom, il y a une médiatisation de ton côté. Le petit barbu, on le revoit apparaître sur certains médias. Tu fais la couverture de Karaté Bushido. À ma demande, J'avais envie de. je vais bien dire, hein, je le répète, que les gens le disent. Normalement, une couverture, elle se fait que pour des combattants. D'accord? À ma demande, j'ai dit j'aimerais être sur cette couverture avec Steven. Et justement, tu refais tes devants avec cet athlète, toujours en tant que coach. Donc voilà, tu as refait parler de tes talents de coach, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous avez accompli, de cette relation? Et bien sûr, on va y venir. Aujourd'hui, je sais que Steve Venom n'est plus aussi du One More Step Training. Et ça sera le petit dernier sujet. J'ai envie de te dire, est-ce que tu vois, je ne veux pas forcément avoir la raison, mais est-ce qu'il y a une remise en question de ta part, tu vois, parce que c'est le deuxième athlète qui te part entre les mains, tu vois. Est-ce que tu en as conscience? Quelle conclusion tu en as tiré? Mais avant, parle-nous de cette relation que tu as eue avec Steve Venom et de ce que vous avez accompli quand même. Steve, il arrive dans la structure, bon, il pète French Viking, donc on comprend tout de suite que le coq de la basse-cour, c'est plus le même. French Viking, je pense qu'il y a un gros problème d'ego à ce moment-là, gros problème de drogue, gros problème de je baisse toutes les meufs de Genève, gros problème de je suis une star et en fait, je ne vaux pas autant que ce que je pense. Donc, il y a un gros problème, tu vois, de perception des choses. Et tu as Steve Venom qui arrive. Donc, Steve a une très grande qualité, c'est qu'il est très religieux et il est très attaché à sa famille. C'est-à-dire que sa femme et sa fille, c'est toute sa vie. Et forcément, j'ai énormément d'estime et de respect pour ça. Je suis non-croyant, mais j'ai énormément d'estime et de respect pour ça. Et tu penses bien qu'un coach qui boit de la bière, qui mange du saucisson, tu vois ce que je veux dire? Qui de temps en temps, hop, tu vois, bah forcément, je pense que pour Steve, à un moment, c'est pesant. Voilà, donc, et à un certain moment, voilà. Donc, on va chercher la ceinture du Back to the Bone, la deuxième ceinture européenne francophone de poids lourd en Bart Knuckle. Donc, on va la chercher. Cette fameuse photo qu'on a parlé tout à l'heure, tous les deux, de gauche, où, bah voilà, on monte dans l'avion avec la deuxième ceinture. C'est une consécration. Je vois bien qu'avec Steve, à un certain moment, il y a une petite distance qui se crée. Il y a deux, trois petits choix. Et Steve se tourne, je pense, naturellement vers Clément Marcoux. Et forcément, ça me fait mal parce que je sais qu'il y a aussi mon hygiène de vie, ma qualité de vie, peut-être aussi la grande gueule de l'homme que je suis quand je crie pendant les coachings, tu vois. Peut-être aussi il y a eu une erreur de ma part en se disant, tiens, je vais le coacher comme Valentin. Ce n'est pas Valentin. Moi aussi, j'ai mon apprentissage à faire en tant que coach, en tant que préparateur, même si je pense que ma préparation physique et mentale fait de Steve aujourd'hui une arme de guerre. Et ça, on ne pourra jamais me l'enlever. Quand il arrive, il fait 5 esquives comme ça, là, il pète le mec, boum, ça tombe. Tout ça, ça sort de chez nous. Hein. Là, on ne pourra jamais nous l'enlever. Mais j'ai toujours dit que chez nous, on n'était pas des grands techniciens. Mais par contre, on n'avait pas. Tu sais, les gens, ils disent, ah, on a le cœur de lion. Non, nous, on a la mort dans l'âme quand on arrive. Tu vois, c'est différent. C'est-à-dire que c'est la différence entre un combattant et un guerrier. Moi, j'ai eu 2 guerriers, j'ai eu cette chance. C'est comme ça aussi que j'aime coacher les gens. C'est-à-dire que les gens qui arrivent dans ma structure, j'en ai 2 ou 3 par semaine qui passent. Hein. Et je dis, bah non, bah oui, bah non. Ouais, vas-y, on y va un petit peu. Oui, mais non. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'en ai un que je sors en MMA d'ailleurs au Lion FC le 9 décembre à Neuchâtel. Ça a été la première organisation de Benoît Saint-Denis. Hein. C'est d'ailleurs là où il y a ma défaite, hein, qui est sur YouTube. Ouais. Le Lion FC de Nelson Carvalho, que je remercie encore. Premier combat pro de mon combattant Vinny Le Corse. OK. Donc, tout ça pour dire que voilà, il y a une distance qui se crée avec Steve Venom. Il se tourne vers Clément Marcoux. Quand il m'annonce, Gaëtan, je vais partir, je vais prendre un autre préparateur. En plus de ça, on a eu un petit souci aussi de paiement pour la ceinture du BFBA. Cette personne-là ferme la structure, prend les parts de chez BKFC UK. Donc, forcément, ça nous ferme une porte avec Steve. Donc voilà, Steve aujourd'hui fait le choix stratégique et le bon choix. Je le redis, c'était le bon choix
pour lui de partir vers un autre préparateur, Jérôme Pelletier, qui a été mis en lien. Bon, bah voilà. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est très bien. Et il a fait le bon choix. En plus, prendre Clément Marcoux, aujourd'hui, il y a des préparateurs comme Gaëtan Lebris, et aujourd'hui, il y a des préparateurs dans une autre sphère au-dessus, comme Clément Marcoux. Moi, aujourd'hui, je le dis, si on compare ma structure, ma carrière à moi, qui me donne la légitimité d'avoir ma structure pour préparer des gens, je suis en dessous des compétences de Clément Marcoux. Donc, quand on compare Marcoux, non, moi, je le dis, pour mon athlète, je crois que je peux m'exprimer, sur Steve Venom, après, peut-être pas sur tous, hein, mais sur Steve Venom, il a raison. Il prend quelqu'un d'au-dessus du mec qu'il a aujourd'hui. Puis, tu sais, je vais me permettre de te dire ça, mais aujourd'hui, Clément Marcoux, pour moi, c'est une référence. C'est ce qui se fait de mieux dans la préparation physique oui, mais non. En France et même, je pourrais dire, en Europe. Quand tu vois la salle qu'il a à Palavas-les-Flots, je sais, bien sûr. Tu vois, il a des machines que même en Amérique, ils n'ont pas ça. Tu vois, donc. Oui, quand je dis oui, mais non, c'est pas méchant. Oui, non, bien sûr. Je pense que Nicolas Horn, par exemple, je trouve meilleur. C'est ma vision des choses sur les connaissances, tu vois, à mon avis. Mais bien sûr, bien sûr. Peut-être une question de feeling de ce que je ressens. Encore une fois, je n'ai jamais écrit une seule lettre avec les deux. Je te donne juste mon avis personnel de mon ressenti et mon feeling, tu vois. Il vaut ce que ça vaut, hein. Mais si on me dit aujourd'hui Nicolas Horn, Marcoux, si moi je devais être un athlète, j'irais chez Nicolas Horn. C'est mon avis. Mais par contre, voir Steve Venom partir chez Clément Marcoux, c'est juste. Steve Venom est parti de ta salle, préparateur physique Clément Marcoux, donc je le répète, mais c'est ce qui se fait pour moi de mieux. Enfin, il fait partie des meilleurs préparateurs physiques de France et en Europe et sûrement du monde. Et pour ce qui est du management, ben aussi là, Guillaume Pelletier, c'est ce qui se fait de mieux en management, pareil, hein, en Europe. Et voilà, tu vois, comparé au Fresh Viking. Ce qui est important, en fait, je pense, pour un préparateur de base, hein, comme moi, de regarder ses athlètes et faire des choix pour aller de l'avant. Bien sûr. Moi, j'ai eu les deux exemples sur mes deux poids lourds, où tu as Valentin qui fait des mauvais choix, qui prend un autre entraîneur parce qu'il y a un problème d'ego avec Steve Venom qui vient d'arriver dans ma structure, où on sait très bien que si on fait affronter les deux, ça ne jouera pas, parce qu'au sparring, à l'entraînement, en moins d'une minute, Venom plie French Viking, tu vois. Donc aujourd'hui, on voit Steve Venom qui fait des choix stratégiques. Encore une fois, Steve Venom, c'est 34 ans, il est père de famille, une femme qui l'idolâtre, et c'est vice-versa. C'est une histoire d'amour d'ailleurs remarquable, et c'est une histoire de famille exemplaire. C'est-à-dire que la petite aussi, qui est le fruit de leur amour, je veux dire, aujourd'hui, Steve ne vit qu'à travers ça, et je pense que c'est quelque chose de plus que respectable pour un homme aujourd'hui. Au-delà même de la religion qui rajoute à ça, qui les rend vraiment d'une puissance dans leur avancement, et tu sais, qui les solidifie. Tu peux rien faire face à ça. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'on n'est pas là pour leur faire du mal. Mais c'est vrai que quand je vois Steve Venom partir pour Clément Marcoux de ma structure, moi, je me sens presque honoré, en fait. Bien sûr. Ah ouais, j'ai envie de te dire, Clément Marcoux, excuse, ça sonne pas de la même manière, non? On n'est pas du tout. Tu as une table en chaîne, puis tu as une table Ikea. On va pas se mentir. Et c'est pas Clément Marcoux, la table d'Ikea. Tu comprends? Donc, j'ai envie de te dire, voilà, il y a Nicolas Hoth, comme j'ai dit, hein. Il y a Clément Marcoux, il y a d'autres préparateurs. Bien sûr, il y en a d'autres aussi. Il y a le petit barbu dans sa petite cave là-bas. Bon, bah, tu penses bien qu'aujourd'hui, s'il signe plusieurs combats, par exemple, un contrat de plusieurs combats au BKFC suite à cette magnifique victoire de Steve, encore une fois, eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, il a une structure qui l'entoure. J'ai toujours dit, les résultats d'un athlète ne sont pas liés qu'à l'athlète, mais aussi surtout à la structure qui l'entoure. J'ai été le premier à le dire, qu'aujourd'hui, le choix de Steve Venom de partir de One More Step Training et de Gaëtan Lebris pour se diriger vers Jérôme Pelletier et Clément Marcoux, c'est un choix bénéfique et il fallait le faire.
c'est dur de les voir partir. Bien sûr. Après, tu vois, moi, c'est la même chose. Steve Venom, il ne savait pas ce que c'était un réseau social. Tu vois, Venom, c'est moi qui l'ai créé. Bon, maintenant, c'est The Lion Venom. Mais Venom, c'est lié au dernier tatouage qui s'était fait sur le mollet. C'est moi qui trouve le nom. Tu vois, c'est moi qui l'ai construit. Bien sûr, tu as mis ta pierre à l'édifice, ouais. Clairement. Ouais, c'est moi qui l'ai fait naître. Tu vois, il l'a très bien dit dans Karaté Bushido. Je remercierai jamais Gaëtan de m'avoir mis le pied à l'étrier. Et puis, tu sais, après, je me suis fait une raison. Est-ce que aussi ma personnalité, ma qualité de vie, hein, parce que les gens ils aiment bien parler de ça, santé, tu vois, fait que j'ai pas une certaine limite où je peux les emmener. Moi, j'ai décroché les premières ceintures européennes professionnelles en bark-knuckle. Encore une fois, le petit barbu, il a mis un pied là où il n'y avait personne encore. Il n'y avait pas de Français, très peu. Et j'ai fait briller les premiers Français là-dedans. Alors, il y en a qui ont dit Gaëtan, c'est un précurseur. Gaëtan, c'est le démarreur, mais ce n'est pas l'accélérateur. Moi, je pense que je suis assez d'accord avec tout ça. Et je me sens ni jugé, ni rabaissé, ni pas estimé. En fait, je m'en contrefous. Je prends un profit, je l'emmène là où je peux. Et quand lui décide de partir, eh ben, casse-toi. Mais fais quelque chose de bien. French Viking, il s'est planté le nez dans la poudre. Et t'as Steve Venom qui est en train d'exploser aux yeux du monde. Et on a déjà un Français, oubliez jamais, hein, on a déjà un Français au BKFC États-Unis, hein, qui s'appelle Steve Erelius, Centurion, avec qui je parle énormément depuis maintenant plusieurs mois. Il a été blessé sur son dernier combat, il a 45 ans, il a été champion du monde en boxe anglaise, et c'est un gars pour ses derniers combats avec qui je communique énormément. On ne pourra pas dire que Gaëtan n'a pas participé au dernier combat de Steve Erelius, même à distance. Il est aux États-Unis, je suis ici, et voilà. Et je suis sûr que Centurion, ça sera le premier à venir te mettre un commentaire en disant Gaëtan, ce qu'il dit, c'est vrai. Je n'ai pas besoin ni de me faire mousser, ni de prendre des lumières qui ne sont pas les miennes, et encore moins de jalouser certains qui auraient pu prendre mes combattants. Personne ne m'a pris mes combattants. Mes combattants ont décidé de partir. Steve Venom, pour une expansion, et moi je dis bravo, parce que c'était la bonne décision, et je remercie, et d'ailleurs je félicite Jérôme Petier et Clément Marcoux de faire de Steve Venom aujourd'hui ce qu'il est. Et malheureusement, je suis terriblement triste de voir French Viking ne plus exister. Mais c'est comme ça s'appelle les histoires du sport. Il y a pas, Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et je suis honoré vraiment et fier d'avoir pu échanger avec toi sur mon podcast de ces deux athlètes qui sont passés par ta salle et voilà, et qui font aujourd'hui le One More Step Training, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité? Récemment, tu as vu chez Ibra aussi? Ah, effectivement, on a vu Vinny Le Corse. Donc, Vinny Le Corse, c'est mon petit poulain en ce moment. Ok, explique-nous. Vraiment, ça me change, c'est pas un poids lourd. Tu vois? Puis c'est un 80 kilos, hein. Ça veut dire que quand je mets les gants avec lui, bon, bah, ça me fait plaisir parce que quand tu te fais marronner par Steve Venom et par French Viking, crois-moi bien que ça casse les couilles quand même, tu vois, au bout d'un moment. C'était une volonté de ta part, ça, d'avoir des poids lourds dans ta salle? T'avais une attirance ou pas du tout? C'est parce que le feeling est. Mais je te jure que non. Par contre, je pense que peut-être je fonctionne avec mon feeling et ça me réussit ou ça me réussit pas. Attention, j'ai des grosses déceptions en ce moment, hein. Les gars qui viennent, qui me disent ouais, t'inquiète. Bon, les t'inquiète, je les ai vus arriver, tu vois, mais voilà. Hein. Tu sais, c'est un peu la loterie, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je ne fonctionne pas comme les autres, c'est-à-dire que je ne prends pas une partie de leur prime quand ils combattent. Je fonctionne différemment. Ma structure fonctionne différemment. D'ailleurs, Greg MMA avait été très surpris en rentrant dans ma salle. Hein. Il n'y a pas de ring, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de tatami. Il dit, mais comment tu fais des champions, toi? Bah, tout au pas d'ours, mon tonton. Tu vois? Donc, t'imagines, tout au pas d'ours, tout au sparring guidé, tout au sparring étudié, sparring spécifique. Tu vois? Donc, voilà, je fonctionne différemment et je ne dis pas que ma manière de fonctionner est bien, mais peut-être que par rapport au profil que je sélectionne, ça fonctionne. Tu vois? Parce que je ne prends pas tout et n'importe quoi. Déjà, parce que je n'ai pas les moyens. Un athlète, ça coûte cher. Je pense que ce n'est pas Jérôme Pétier qui me dira le contraire. Ça coûte cher. Donc aujourd'hui, parier sur des gens
Et puis, je ne suis pas tout seul à faire fonctionner cette structure. Tu vois, quand mes autres combattants viennent faire des sparring pour aider, nous, on est une famille. Je l'ai toujours dit, ouais, Méthode Training, c'est une famille. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, par exemple, moi, j'ai fait donc les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien. Je finis au pied du podium au mois de janvier. Je me retrouve au championnat du monde où j'ai été médaillé de la Spartan Race. Hein, c'est les courses d'obstacles les plus dures du monde, là, au mois de novembre. Bah, je pars avec mes clients là-bas, tu vois, et je pars avec la deuxième coach aussi, Marie-Madeleine, tu vois, de One More Step Training. Euh, et avec l'ambulancier qui m'a sauvé la vie il y a 2 ans dans l'accident de voiture. Non, mais nous, on a des histoires, en fait, à raconter. Mais des histoires, ouais, pas, hein, on n'a pas vu les combats de Gaëtan Lebris. Non, non, des histoires. Oh, on est là, tonton, tu vois ce que je veux dire? Et nous, on ne performe pas que dans le MMA. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 pilotes Ferrari Challenge qui sont arrivés chez moi, qui étaient amateurs. Aujourd'hui, ils sont professionnels. L'ancienne capitaine d'équipe de France de patinage artistique s'était brisé la cheville dans un patin. Aujourd'hui, elle repatine. Okay, j'ai eu des cavaliers professionnels, dont un champion du monde militaire qui est venu se préparer chez moi pour ses futures compétitions. Aujourd'hui, il performe en Grand Prix. Tu vois, on fait de l'équitation, on fait du patinage artistique. On fait des pilotes de voiture, on fait des Spartan Race. On a été les premiers au monde à faire une Spartan Race avec un handicapé, le père de Daniel Guzman, 13 AVC, tonton. On l'a mis dans un chariot de 60 kilos, plus le père, 80 kilos, et on a couru 1500 mètres de dénivelé à Verbier. Tu vois? Ben voilà, le petit barbu, c'est aussi ça. C'est pas que. Ouais, c'est pas que des sports de combat, ouais. Venom, karaté, bushido, Greg MMA, Cyril Diabaté qui me chie dans la bouche. Tu vois, c'est pas que ça en fait. C'est aussi beaucoup d'histoires humaines à côté, une structure familiale où on évolue les uns pour les autres. Tu vois, je n'aime pas qu'on confonde le côté communautaire et le côté sectaire. Ah, Gaëtan, on a fait une secte, c'est lui le gourou. Mais nique ta mère, toi. C'est communautaire en fait. C'est-à-dire que le Steve Venom, il a apporté énormément de choses à des gars qui aujourd'hui courent des Spartans. Et je pense inversement. Quand on met Steve Venom, 104 kilos sur un circuit training, la vie de ma mère au départ, il prend une branlée. S'il a évolué, c'est peut-être parce qu'il s'est inspiré sur qualité des mouvements qui sont produits, côté postural, tu vois ce que je veux dire? Comment ils arrivent, qualité respiratoire au moment, comment je produis l'effort. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, on a tiré quelque chose de Steve Venom, on a tiré quelque chose de Marie-Madeleine, le petit barbu, pour être médaillé mondial aux mondiaux de Spartan Race. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà. Chez nous, en fait, même le patineur, il apporte quelque chose au cavalier. Et c'est peut-être ça notre force. C'est qu'on n'est pas comme les autres. Mais c'est vrai qu'avec ma grande gueule, je le revendique peut-être un peu trop. Et du coup, Ibra TV, qu'est-ce que tu as pensé de cette organisation? Je rebondis là-dessus parce que forcément, les auditeurs d'Afterfight aiment le MMA. Ibra TV, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le critiquent parce qu'il y a eu ces trucs avec Hexagone. Hein, mais ouais. Ibra TV. Après, je te parle de l'organisation, étant donné que tu as été au KOTS, que tu es allé dans une organisation, tu vois, on va pas y revenir là-dessus, et que tu es arrivé chez Ibra TV, tu as été impressionné. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la différence? La différence entre certains réseaux sociaux, certains athlètes, oui, je leur cite Cyril Diabaté, et certains mecs comme Ibra TV, comme Mathieu du Bellator, j'ai oublié son nom de famille, mais tu vois de qui je parle. Et bah, tu sais quoi, l'accueil a été magistral. Putain, Gaëtan, attends, on te donne un micro. J'ai coaché Brian Bulldozer, hein, celui qui a fait la série Marave sur Brutix. Je suis très proche des gens du voyage. C'est une communauté que j'affectionne particulièrement. Voilà des gens droits, tu vois. Donc, je suis arrivé là-bas, considération, attention, partage de humain. Ibra, aujourd'hui, fait du bien. Mais putain, mais il fait super du bien, en fait. Et il a raison. Et il a raison. Et il met en image, il met en avant aussi certains athlètes. On va parler, par exemple, du dernier reportage qu'a fait Alsen, c'est un youtubeur, sur la foudre. Magnifique. Allez voir ce reportage. Allez le voir. Allez le voir. La foudre, c'est quand même 5 combats. Chez Ibra, on en pense qu'on en veut, mais c'est 5 victoires. Et ben, ça montre des gens. Le petit jeune, là aussi, de Paul Dena. Voilà, exactement. Puisque tu sais, moi, la mémoire. Mais Paul Dena, ben voilà, aujourd'hui, il sort de là.
Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que Ibra fait pas de bien et ça a été un accueil magistral. C'est très bien organisé, c'est propre. Et en plus, quand tu es arbitré par Mathieu, tu discutes, toi? Bah Pas non, c'est ce qu'on Mathieu et appelle tout. la légitimité de l'arbitrage. Voilà. Tu as déjà vu, toi, le curriculum vitae des arbitres de l'UFC? Non. Tu vois, quand je pose cette question-là, ça bégaye. Ouais, il y en a certains, c'est des anciens combattants. Est-ce qu'on Ça connaît dépend de bien, qui on parle. on Ça dépend connaît de qui bien? on parle. Non, mais parce qu'on parle du passif, du petit Lebris, tu vois. Parlons du passif des arbitres du Bellator, du Cage Warrior. Allez, allons-y, du PFL. Qui sont les arbitres? Arrête de bégayer, donne-moi le curriculum vitae, donne-moi, t'as rien à me donner, alors ferme-la. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, il y a des combats où tu es là, tu dis, attends, la décision, j'aurais pas donné ça, tonton, j'aurais pas compté comme ça. Ah Bien oui, sûr, parce que ouais. business, tu es d'accord avec moi? Donc là, tu es arbitré par Mathieu et tu es filmé. Live, là, quasi en live, hein, quasi, parce que le combat, il sort 3 4 jours après. Hein. La performance d'exécution d'image, d'arbitrage, d'organisation de Ibra est un exemple pour beaucoup. Un exemple pour beaucoup. Et moi, je pense qu'Ibra est une personne qui fait énormément de bien au MMA, au sport de combat amateur français et qui peut révéler certaines pépites comme pompe à vélo. J'adore ces mots-là, tu vois, je joue avec. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il fait très. Voilà, YFC, c'est une super organisation. Je recommande 1000 fois. Bon, bah, super. Bah, en tout cas, c'était important d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que, avant que je clôture l'actualité du One More Step Training, est-ce qu'il y a des choses de l'actualité tout à l'heure, tu l'as dit, vous avez fait le Spartan. Vous avez fait aussi avec un de tes athlètes le truc de chevalier là. Enfin Ouais, voilà, exactement. vous faites plein Été d'activités, tu terminé l'as dit. Est-ce qu'il y a cette des année. objectifs pour 2024, Gaëtan? 2020, 2024, ça se présage, tu sais, comme je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne planifie rien, hein, on fera au feeling, on verra bien ce qui se Voilà, présente. feeling. Et Ouais, toi, est-ce qu'il y a une compète de JJB? Parce que je sais que tu es un amoureux du Jiu-Jitsu brésilien. Est-ce que c'était la dernière l'autre fois? Je crois que tu as fini sur le podium, si je dis pas de non, bêtises. on a fini au pied du podium européen. Par contre, c'est vrai Ok. que j'ai fait champion à Lisbonne, au Portugal, au mois de novembre de l'année dernière, donc il y a tout juste 12 mois. C'était un Ok. an après mon accident, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis handicapé aujourd'hui avec cet accident de voiture, puisque j'ai perdu 50% de ma main droite. Hein. Tu vois ce que je veux dire? J'ai énormément de problèmes de mémoire. Enfin, j'ai vraiment morflé hein, dans cet accident dans lequel je suis décédé. Il ne faut pas se mentir. Ce qu'on appelle Ouais. une mort clinique au-delà des 2 minutes. OK? Donc, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très facile hein, de venir m'attaquer sur les réseaux sociaux. Je vais rebondir sur Cyril Diabaté avant que tu clôtures parce que je trouve ça très enfantin. Ben, ça va être le dernier sujet avec aussi, j'ai envie de dire, ton physique. Parce que justement, sur la dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de positifs. Attention, je ne retiens pas que le négatif de notre échange. Il y a eu Vas-y. beaucoup de messages positifs, mais c'était important pour les haters qu'on retienne les trois. Donc, ben, les trois, c'était surtout ton passé douteux Ouais. parce que justement, il n'y a rien sur Internet. La deuxième, c'est ton physique apparemment qui n'est pas naturel. Ça, franchement, moi, je ne vais pas juger, je vais laisser ça à The Rob. Je vais laisser ça aux professionnels du dopage. Moi, j'y connais rien. Je ne sais pas reconnaître un physique de quelqu'un qui est naturel ou pas. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est les critiques. Et la Pas troisième, eh, torse nu devant l'écran quand même. non, non, quand même pas. Voilà. Et la troisième, eh ben, on l'a dit, c'est justement c'est l'ensemble de tout ça, quoi. Tu vois. C'est Alors, ouais, si on doit... les problèmes de Parlons drogue ou je sais pas quoi. parlons de mon physique. Moi, on le sait, je mange du saucisson. Eh, regarde, ça c'était la première, ça c'est la deuxième. Mais mon frère, et ouais, j'en ai une troisième, mon frère. Non mais, mon gars, aujourd'hui, si on dit Gaëtan est un alcoolique, comme dit Cyril Diabaté, si boire de l'alcool tous les jours est être alcoolique, oui Cyril, tu as raison. Gaëtan, c'est un camé. Gaëtan, il a des problèmes de coke. Il n'a pas tout à fait tort. C'est des problèmes que moi, je règle dans le temps depuis. Ça me prend énormément de temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'a pas tort en soi. Gaëtan, il est dopé. Alors là, non.
Je suis vraiment navré. Non, non, non. Par contre, j'ai une chance incommensurable. Je ne peux pas boire autant de bière, manger du saucisson. Non, mais je fais des stories en bouffant des pizzas et des kebabs et des tacos. Et oui, alors je le fais. Oui, voilà. Ouais, voilà. Hein, c'est quand même pas pourri pour 41 ans. Mais j'ai une chance incommensurable. Et je le dis, je le répète. Et d'ailleurs, ça sera dans mon autobiographie, puisqu'on écrit une autobiographie qui va sortir pour le mois de mars, qui s'appellera Violemment humain. Et je le dis, j'ai cette chance d'avoir une génétique hors norme liée à ma famille paternelle. C'est-à-dire que tous mes aïeux sont des athlètes de l'équipe de France. Donc, voilà. Mon père a été un des précurseurs en gymnastique en équipe de France. Il a été trampoliniste. Aujourd'hui, si vous tapez Gilles Lebris sur Wikipédia ou vous allez dans le Guinness des records, il y est toujours. Et ça a été aussi une des personnes qui a breveté les tapis de tumbling. Ça, les tapis ont rebondi là. Donc voilà. Okay. Donc quand tu as une génétique comme ça. Ouais, donc tu dis quand même que tu as une génétique, mais il faut aussi dire pour les gens qui te suivent sur ton Instagram, tu t'entraînes tous les jours aussi quand même. Ah, moi, en tout cas, Cyril Diabaté, je vois pas beaucoup de live de ses entraînements. La vie de ma mère. Je veux pas lui manquer de respect. Allez, je veux pas lui manquer de Gaëtan, t'auras dit son nom plein de fois, on va y passer. Moi, y passer. Moi, donc, la dernière partie, c'est Cyril Diabaté. Voilà. Il y a, d'ailleurs, que j'ai reçu il y a pas longtemps sur mon podcast. Moi, Cyril Diabaté, c'est quelqu'un que je respecte énormément, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Comme je l'ai dit, vous êtes deux personnes que je respecte énormément, que j'ai reçues sur mon podcast. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, ce sont les podcasts qui ont le plus marché. Donc, Cyril Diabaté et Gaëtan Lebris. Voilà, vous êtes sur le podium tous les deux. Aujourd'hui, voilà, donc, j'ai envie de dire, tu es un peu dans son collimateur. Tu fais partie de la team de Mito qu'il a employé. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, justement, d'être dans son viseur, en sachant que c'est un athlète de MMA, un vétéran, et j'imagine que tu le respectes énormément pour son parcours, et que dans le fond, on va pas se mentir, ça fait pas forcément plaisir d'être dans son viseur, tu vois, même si tu le dis quand même, ça me fait plaisir d'être tu vois, un peu critiqué par une telle personne, mais quand même, tu préférais quitter en sens plutôt qu'aujourd'hui, il te ridiculise sur les réseaux ou qu'il essaie de montrer par A plus B que Gaëtan Lebris, en fait, c'est un mytho. Alors, attention, je suis d'accord avec toute la première partie que tu as dit, pas la deuxième. C'est-à-dire que je pense très sincèrement que celui qui se ridiculise, c'est lui, il ne me ridiculise pas moi. Aujourd'hui, Cyril Diabaté, on va reprendre un petit peu. Donc, il s'attaque d'abord à Frank Ropers. On est OK. Il a cartonné Frank Ropers. Ouais, il s'attaque à la self-défense. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je permets de dire ça. Justement, je l'ai encensé. Je lui ai dit que je trouvais que c'était bien parce que voilà, il a voulu mener un combat, le MMA, contre, tu vois, la self-défense. Et il a eu des arguments. D'ailleurs, il y a eu une vidéo face à face très intéressante. Et les arguments que Cyril a tenus, moi, franchement, j'étais à 100% d'accord avec ce débat-là, tu vois, pour donner mon avis sur le débat MMA self-défense. Je termine, moi, sur le fait des personnalités auxquelles il s'attaque. Fais comme tu veux. En fait, bien sûr. Cyril Diabaté, aujourd'hui, prend un malin plaisir à s'attaquer à tout ce qui n'est pas MMA. On est d'accord là-dessus? Quand tu t'attaques à Frank Ropers, quand tu t'attaques à Brice Postal, quand tu t'attaques à Karim Clémenceau, quand tu t'attaques à Hatton, quand tu t'attaques à Frank Ropers, quand tu t'attaques à Gaëtan Lebris, c'est tout sauf du MMA. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? Ben, il s'attaque quand même à des gens du MMA. Il n'y a pas de cage, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de médecin. Non, bien sûr. Donc voilà. Donc moi, la seule chose que je te demande, c'est ça. Donc maintenant, si on prend l'ordre chronologique du truc, c'est BAM! Donc là, c'est gros carton avec Frank Ropers. Donc Frank Ropers, c'est quoi? C'est une très, très grosse image. Frank Ropers, on en pense qu'on en veut. Moi, dans la rue, ça me ferait quand même chier de me taper avec un mec pareil. Bon. Honnêtement, moi, ça me ferait chier. La vie de ma mère. Même encore aujourd'hui, je dis mon âge, je dis des références de physique. Croiser Frank Ropers, m'embrouiller avec lui dans une ruelle où c'est un cul-de-sac, là, franchement, ça me casserait les couilles. Comme m'embrouiller avec Cyril Diabaté à ce moment-là, ça me casserait les couilles. En fait, ça me casserait les couilles de m'embrouiller avec toutes les personnes avec qui il s'embrouille. Le problème, c'est que lui, ça lui pose aucun problème de s'embrouiller avec qui que ce soit de ces gens-là.
C'est là où il y a, je pense, un manque de recul. C'est mon avis, attention, ça n'engage que moi, Kevin. Et après, il y a, je descends dans la popularité. Attention, Frank Ropers, après ça a été Brice Postal, bon aujourd'hui on s'embrouille plus avec Brice Postal, on sait pourquoi. Ça s'embrouille avec Aton, Karim Clémenceau, Gaëtan Lebris. Et Gaëtan Lebris, qui vient de sortir depuis 6 mois, on en arrive hier à proposer, parce qu'il a entendu la somme, 48 000 € pour me combattre. Et là, j'ai envie de lui dire, tu es pathétique. Même l'UFC t'a jamais proposé 48 000 € pour tes compétences. Pardon. Et encore moins à 53 ans avec le petit bidon que t'as. Donc, par rapport à moi, il y a eu ce problème à l'hôtel de Genève. Ouais, même AGP, c'est ça? C'est même AGP? Où c'est vrai qu'on s'était embrouillé sur les réseaux. Et il m'avait dit, la prochaine fois que je te vois, j'aimerais te dire bonjour à ma manière. Et moi, j'arrive à la peser. J'étais tout devant, il était juste derrière avec son combattant. Donc, je fais une story avec mon téléphone comme ça. Parce que moi, je suis un mec qui assume. Hein. Je suis là. Oh, j'ai là, il me dit pas bonjour hein, quand même. Voilà, il voit bien que je fais le fanfaron, comme il dit. Le bruit, comme il m'appelle. Puis il part. Et puis, moi, je vais au bar de l'hôtel. Je commande une bière. Je commence à lui écrire en lui disant, alors, il ne dit pas bonjour. Je suis un peu con sur ce moment-là, je reconnais que je suis un peu arrogant, tu vois. 35 minutes pour qu'il descende avec une dizaine de ses combattants. Quand il descend à l'hôtel, il me dit, Gaëtan, on va dehors. Je lui dis, attends, je finis ma bière. Sinon, on se cartonne ici, non? Alors, il me dit, viens, on va dehors. Je finis ma bière. Il attend. Hein. Et je sors dehors. Je lui dis, tu sais, Cyril, moi, je veux juste discuter. Hein. Tu veux vraiment qu'on se cartonne dehors et tout? Ah, il me dit, ça y est, tu commences à baltringuer. Je dis, je baltringue que là, je suis en train de te suivre. Je sors dehors avec toi. Et on prend le moulin. Là. Et on sort dehors. Et là, les combattants. Et moi, j'étais avec un youtubeur. Les combattants sautent sur le youtubeur en disant, t'éteins ta caméra. Une putain de caméra. Hein. T'éteins ta caméra. Non. Je dis, non, faut que tu filmes. Non, ouais, je dis, fermez vos gueules, vous. Ils arrivent à tourner la caméra. Mais moi, j'avais quelqu'un qui filmait derrière. Je laisse cette vidéo. Et donc, je me retrouve face à Cyril Diabaté. Il est grand, hein, ce con-là. Parce que moi, je suis tout petit, donc je l'ai regardé comme ça. Hein. Ah, je lui dis, tu vas faire quoi? Alors, on était devant l'hôtel. Après, il me dit, viens, on va sur le parking. Je lui dis, écoute, c'est bon. Ou alors, viens, on va derrière l'hôtel. Je lui dis, tu veux pas aller à Lidl non plus. Alors, aujourd'hui, on a proposé 48 000 € hier hein, pour un combat avec Gaëtan Lebris. Il est tellement acculé aujourd'hui par les messages privés, parce que j'en ai envoyé beaucoup en lui disant arrête, tu te ridiculises, ça sert à rien, laisse tomber, viens, on arrête tout ça. Et là, aujourd'hui, il est publié la story, il dit Gaëtan Lebris, je le cartonne pour 0. Ok, frérot, pourquoi tu ne l'as pas fait à Genève? J'étais devant toi. Quand il a commencé à enlever ses lunettes, je lui ai dit t'es même plus sûr de me voir, en fait, avec son petit bidon dans le truc. Il a 53 ans, moi, je respecte la carrière, comme j'ai toujours dit. J'ai énormément de respect pour le pionnier français du MMA, d'accord? Et en plus, il a créé la Snake Team. Ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, hein, la structure. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas du bruit à un moment. Donc moi, je reste clairvoyant et je n'enlève pas à César ce qui appartient à César. En même temps, je sais ce qu'a fait César. Lui, il ne sait pas ce que j'ai fait. Puisqu'il n'a pas beaucoup de preuves, donc il en doute. Mais émettre ses doutes de manière publique comme ça et acerbe, plein de vomi, ça prouve une certaine peut-être jalousie, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, il est clair. Au niveau de la visibilité, j'ai l'impression que ça a marché un petit peu mieux pour moi que pour lui en ce moment. Et moi, je n'ai pas fait l'UFC. Donc aujourd'hui, 48 000 € hier pour Gaëtan Lebris. Je lui dis, tu ne les as pas, espèce de clochard. Parce qu'il ne les a pas. Il serait sapé différemment s'il les avait. Hein oui. Enfin, moi, je l'ai vu à Paris-Bercy dans les loges, la vie de ma mère. Heureusement qu'on sait que c'est Cyril Diabaté. Et là, aujourd'hui, c'est pour 0. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait à Genève? Pourquoi il fallait aller sur le parking du derrière de l'hôtel, du Lidl, pas dans le bar? Pourquoi? Donc moi, ma question, c'est pourquoi t'attaquer à un petit Lebris, un petit Lebris qui n'existe pas? En plus, à qui tu craches dessus tous les jours. J'ai pas de preuves. C'est un mytho, mais je vais lui donner 40 000 € pour le taper.
Alors moi, je lui ai expliqué aujourd'hui dans un message que je pourrais te transmettre. Je pourrais te le transmettre en privé, parce que j'ai la vidéo, je l'ai gardée. Où je lui ai dit, Cyril, si aujourd'hui on en arrivait à vraiment à se confronter pour 48 000 euros sous un contrat, il m'a dit, ça serait fait sous contrat. C'est sa story. Hein. Je lui dis, je suis gagnant des deux côtés, Cyril. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Je lui dis, je t'explique, Cyril. Si moi j'en arrive à t'affronter et que tu me plies, j'aurais eu toujours la grande gueule de Gaëtan Lebris qu'on m'a octroyé, mais je me serais tapé avec un vétéran de l'UFC et je me serais fait plier par toi. Putain, quand même. Si je la prends ta gueule devant tout le monde, on fait quoi, Cyril? J'allais Alors, dire, j'espère que. qui est gagnant? Qui est gagnant? Qui est gagnant? Ouais. Si je te plie, je suis gagnant. Si je te plie pas, je suis gagnant. Après, il y a 48 000 euros qui volent. Et moi, je l'ai reconnu, je l'ai dit. Je ne les ai pas aujourd'hui. J'ai une jolie maison. Et je n'ai pas 48 000 euros à mettre sur la gueule de Cyril Diabaté qui me fait des misères sur les réseaux sociaux. Tu vois ou pas? Donc Ouais, voilà, j'espère que vous en arriverez pas là quand même, tu vois, que ce soit et c'est pour dommage. n'importe quelle somme d'argent. Kevin, laisse-moi finir. C'est quand Vas-y, même vas-y. dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas le bien qui est apporté là-dedans. Cyril Diabaté, il est né en 79, si je ne me trompe pas. Je suis né en 82. J'ai bientôt 42 ans, il en a au moins 53, 54. À quoi aujourd'hui ça te sert d'aller cracher sur la gueule de l'ancien directeur du GIGN, Aton? Un mec comme Aton, il ne t'affrontera jamais. Il va te mettre une balle dans ta putain de tête à 500 mètres. Ou alors, quand tu vas t'approcher de lui, ça fera comme Brice Postal. Il va t'ouvrir en deux, de l'anus jusqu'à la bouche, avec un couteau. Ton MMA, il va faire que dalle. Parce qu'il n'y aura pas d'arbitre, il n'y aura pas de mitaine, il n'y aura pas de gants, de rendre pour récupérer. Ils vont t'ouvrir en deux. Et moi, un mec comme moi, je me tape à main nue. Il n'y a pas de mitaine, il n'y a pas de rande. Après, je demande quand même un peu de poids, c'est ce que je lui ai dit. Tu es au moins 110 ou 115 kilos, gros sac que je t'ai vu devant le MMA GP Grand Prix, l'hôtel à Genève. Moi, je suis à 75-78 kilos. Je t'ai envoyé la photo tout à l'heure. Même si on trouve un point médian, je monte à 85, tu descends un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on va faire de deux vétérans, dont un, on ne sait pas trop, et de toi, on sait tout, alors qu'on ferait mieux de promouvoir les gens en disant il y a des nouvelles choses qui arrivent, les combats illégaux, ça a existé. Moi, j'ai fait du MMA. Pourquoi pas s'intéresser à faire une jolie interview, par exemple, ce que tu m'as proposé, hein, faire une jolie interview en disant venez, on essaye d'harmoniser les choses. Mais non, lui, il faut qu'il crache sur le GIGN, sur Brice Postal, sur la self-défense, sur le Krav Maga, sur le Bark Knuckle. Pourquoi faire? Moi, je n'ai pas compris. Et quand je ne comprends pas, je réagis de manière incisive. Et je le reconnais que j'ai pu aussi rentrer dans un certain irrespect dans mes réponses. Et je m'en veux beaucoup parce que c'est mon côté sanguin. Et j'ai énormément d'admiration pour la carrière de Cyril Diabaté parce que je pense que le MMA français est passé par Cyril Diabaté. Donc voilà. Comme ça, les choses sont dites. Mais de 48 000 euros à zéro, putain, c'est la plus grosse dévaluation que j'ai jamais vécue de ma vie en 24 heures. Donc voilà. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Et justement, tu vois, ce qui se passe aujourd'hui avec Cyril Diabaté, c'était un peu la, tu vois, tout ce qu'il y avait derrière et ce qu'on a parlé justement tout au long du podcast. Et notamment, moi, je tenais à le souligner, ce que Cyril Diabaté met aujourd'hui dans ses stories, c'est ce que beaucoup de personnes pensent, mais n'osaient pas te le dire aussi. Tu vois, donc c'est bien que Une chose qu'on quelqu'un, peut pas. tu vois, c'est bien Il y que a une quelqu'un, chose. voilà, Je comprends. S'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il y a clairement, peut-être beaucoup qui se sont posés beaucoup de questions et qui n'ont pas osé les poser. voilà. Alors lui, il met les deux pieds dans le plat en disant où est la légitimité du combattant Gaëtan? Et là, la question est légitime. Du moment où tu la poses correctement, que tu ne manques pas de respect aux gens et surtout, 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 que tu ne les provoques pas
sur quelque chose que tu ne connais pas. Moi, en tout cas, mon père, il m'a appris une première règle dans ma vie, c'est ne joue pas avec ce que tu ne contrôles pas. Ou tu n'es pas sûr. C'est là où mon côté incisif entre dedans en se disant, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et je te jure qu'à Genève, quand je lui ai dit, tu vas faire quoi? Il n'a rien à faire. Bah, sinon, ça serait su. On aurait une vidéo. Ah, peut-être il a une vidéo cachée, mais il n'en a pas. Moi, je l'ai. La vidéo où il est face à moi et où il ne bouge pas. Où j'ai dit, tu vas faire quoi? Tu vas mettre une tarte comme Youssef? Tu peux pas, frérot. Tu vas finir avec la gueule dans le camion. Il y avait un camion juste à côté de nous. Tu la verras. Tu le verras sur la vidéo. Je suis en train de la préparer. Ok. Et donc là, à ce moment-là, c'est compliqué et je ne comprends pas le but. Alors que Aton, j'ai l'impression qu'il fait du bien autour de lui. Brice Postal, j'ai l'impression qu'il véhicule de très bonnes interviews. Quand on voit Biomécanique, c'est un chef-d'œuvre, c'est ce podcast. Quand on voit Frank Ropers qui vend ses petits forfaits pour apprendre à Madame Tout-le-Monde à se défendre ou l'art ou la manière d'adapter à une certaine situation, il fait de mal à personne, il fait du bien autour de lui. Karim Clémenceau, depuis quand il fait du mal autour de lui, lui? Non. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui critique tout ça, c'est lui. Et nous, on est là. Parce que, alors, j'ai eu un tonne au téléphone aujourd'hui. J'ai eu 2-3 échanges avec Karim Clémenceau. On est dans l'interrogation la plus complète. Et c'est vrai que le seul qui ouvre sa gueule, c'est moi. Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, j'ai eu la primeur et l'honneur d'avoir la totalité de toutes les stories de Cyril Diabaté. Hier, 28. 28, tout sur moi, qu'on ne me connaissait pas il y a 10 mois. Et c'est à moi qui propose 50 000 balles. Putain, mais j'ai trop de chance. Et moi, je le dis aujourd'hui, il paraît qu'une certaine visibilité s'assoit sur la qualité de ses haters. Moi, j'ai Cyril Diabaté. Et aujourd'hui, je préférerais que ça se calme. Je préférerais qu'on en discute. Ouais, je préférerais un point médian plutôt que la prochaine fois où on se voit, ça soit terrible. Et puis, peu importe en fait. La différence entre lui et moi, c'est que moi, j'en ai rien à foutre de l'issue. Je te l'ai dit tout à l'heure. Peu importe, je suis gagnant. Ouais. Puis voilà, vous êtes deux personnes on passionnées par les sports de combat. Donc voilà. Comment construire pour les jeunes? Moi, ce n'est pas l'image que je veux donner de Gaëtan Lepri pour la jeunesse. J'ai déjà une image difficile avec il a combattu dans des caves, il a combattu dans des parkings, il fait du King of the Street, c'est que des anarchistes et des fascistes. Tu vois, j'ai déjà une image assez compliquée, tu vois, à essayer de dire, attendez, on n'est pas que ça, d'accord, hein? Même si c'est sans règle, on n'est pas que ça. Je ne me suis pas fait chier à faire des reportages avec Charles Villa, à présenter ma putain de maison, à présenter ma putain de privée, à parler de mes problèmes passés, de mes dépressions, de tout ça, pour qu'aujourd'hui, on vienne dire, est-il légitime? L'entraîneur, il n'est pas légitime. Mais c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, en fait. C'est pas du passé. Toi, tu aimes bien remuer la merde juste parce que tu as un doute, tu vois, et que toi, ton passé, on le connaît parfaitement bien. Ça ne va pas. Donc, voilà. Et puis après, si tu additionnes avec tout le reste des gens avec qui il s'embrouille en ce moment, dis-moi avec qui il s'entend bien. Sa dernière publication avec Kerry James, pour qui j'ai énormément d'admiration encore une fois. C'est bien, vous venez du même endroit. Mais aujourd'hui, présente-moi les gens avec qui il s'entend bien. Tu es là, tu te dis, merde, putain, qu'est-ce qu'on t'a fait, Cyril, en fait? On t'a rien fait de personnel. Alors pourquoi tu t'en prends à nos vies? Tu te rends compte, moi je reçois des messages en disant, espèce de sale camé, espèce de sale stéroïdé, tu bats tes femmes, on sait. Non mais, t'es pas capable d'élever tes enfants. Tu te rends compte jusqu'où il va? C'est loin, hein? C'est loin, hein? C'est loin. Et tu voudrais qu'un mec comme moi, il dise pas la prochaine fois que je te vois, je t'arrache la tête. Ouais, tu vois? C'est dur. Pour moi, franchement, c'est dur avec mon caractère. D'être poussé dans ces derniers retranchements-là, et je trouve ça dommage. Et je préférerais éviter ça aux yeux des gens, parce que je pense que le MMA aujourd'hui vient d'être légalisé en France. Je pense qu'un élément moteur comme lui, un élément modèle, devrait démontrer une autre attitude en disant, bah voilà, moi le MMA, si je me suis battu et qu'aujourd'hui les portes se sont ouvertes, c'est certainement pas pour en vouloir à Frank Ropers, à Brice Postal, à Aton, à Gaëtan Lebris et à Karim Clémenceau qui aujourd'hui ne m'ont rien fait. Tu vois, c'est là où je trouve que
Il y a une logique qui se perd. Après, c'est mon avis. Mais c'est vrai que c'est énergivore. Hein. Je le reconnais, bah, tu vois, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Je fais presque un monologue depuis combien? 22 minutes sur le délire. Ah, mais Ça me fait beaucoup de peine, en fait, quelque part. Mais quand ça me touche, dis ma mère, si tu penses que quand la prochaine fois on va se voir, si tu lèves la main le premier, bah, on verra bien, Cyril Diabaté. C'était important qu'on en parle et comme je t'ai dit, ça regroupait beaucoup de commentaires que j'avais reçus suite à notre première vidéo. Voilà, on a mis du temps à la faire cette vidéo, mais ça s'est fait. Il y a eu ce volet, voilà, avec Cyril Diabaté. Bien évidemment, je cache pas que j'aurais aimé qu'il n'existe pas et qu'on n'ait pas forcément parlé de Cyril Alors, Diabaté, tu vois. tu peux être sûr que je suis d'accord avec toi. J'aurais préféré dire, putain, quelle rencontre la dernière fois dans les loges, quand on a été invité au Salon des Arts Martiaux, d'ailleurs gracieusement par Karaté Bushido, et je les remercie encore. Parce que pour nous, avec Venom, c'était une visibilité de fou. On a eu la chance de rencontrer le bodybuilder Théo Le Guerrier, Brice Postal, Aton, MC Jean Gabin. Le seul qui n'est pas venu nous dire bonjour, c'est qui? Qu'est-ce qu'on t'a fait, frérot? On avait tous des petits fours. Il y avait la possibilité de boire du jus de fruits. Hein. Personne n'était obligé de boire une bière. Qu'est-ce qu'on t'a fait, frérot? Il était là avec ses gamines. Il est parti de son côté, les gamines sur un téléphone portable. Et lui aussi, pareil, il n'a jamais regardé un truc des arts martiaux. Oh, bah, tu penses bien qu'un mec, un karatéka, qui met un middle kick pour casser de la glace, s'il avait connu le nom du mec, ça ferait bien longtemps qu'il serait en story. Hein. C'est là où je me dis, je comprends pas, en fait. C'est cette incompréhension qui me rend complètement dingue. Tu peux le voir, ça me bouffe de l'intérieur. Je me dis, je sais pas pourquoi, en fait. Ce mec-là, il aime peut-être provoquer chez les autres. Mais, par contre, là où on peut pas lui enlever ça aussi, c'est qu'il est fort. Il appuie sur les bons boutons. En tout cas, chez moi. Parce que je crois que je suis le plus réactif. Mais attends, il m'a dit, je l'ai eu. Hein. Il m'a dit, Gaëtan, au départ, quand on m'a dit Cyril Diabaté, ça me disait quelque chose. Il me dit, moi, le MMA, tout ça, je suis pas dedans, tu vois. Et il me dit, il était pas mal le montage quand même. Il a mis bien les têtes et tout, sur le truc et tout. Je dis, ouais, franchement, je dis, c'est pas lui qui a fait, hein, c'est quelqu'un qui lui a envoyé. Mais je dis, franchement, c'était génial. Et moi, je pars du principe qu'un mec qui sait pas rire de lui, c'est un mec qui a pas d'humour. Quand j'ai vu le montage, j'ai envoyé un message direct. J'ai dit, franchement, tonton, tu te professionnalises. Ah, franchement, tu m'as fait mal. D'ailleurs, je l'ai republié. Hein. Ouais. C'est génial. C'était génial. Après, mytho, on était comme ça. Hein. Devant l'hôtel. C'est bizarre, hein. Il n'y a pas de vidéo de gifle comme avec Youssef. Bizarre, hein. Donc 48 000, 0, il n'y a rien qui tient, c'est bizarre. Je ne le comprends pas. Peut-être il s'expliquera. Hein. Ouais. Et moi, j'aimerais entériner tout ça. Voilà. Je le dis ouvertement, je préfère la paix que la guerre. Et voilà, mais s'il y a la guerre, hein, mon tonton... Je ne vais pas ironiser sur le conflit israélo-palestinien, mais je ne sais pas qu'il y en ait un qui recule et moi je ne reculerai pas non plus, la vie de ma mère. Gaëtan, on va clôturer ce deuxième podcast qui a duré plus d'1 h 30. Moi, j'ai pas vu le temps passer. C'était toujours un plaisir de t'écouter. Voilà. Tu m'as dit on va prendre 5 minutes. Je t'avais dit c'est pas possible. Non, j'avais prévu la soirée. Je sais que voilà, il y allait avoir pas mal de choses à dire. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un mot de la fin, peut-être remercier des gens, l'actualité, parler du One More Step Training? Non, même pas ça. En fait, je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui des gens qui donnent de l'intérêt à qui on est. Et ça, je ne parle pas que pour moi. Tu vois, comme je t'ai dit, je parlais avec Aton aujourd'hui, je viens de 2-3 échanges avec Brice Postal, tout ça. Je pense qu'on a énormément de chance aujourd'hui d'avoir un petit peu de lumière sur ce qu'on a pu faire et sur ce qu'on fait aujourd'hui, certainement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens comme Brice Postal, vous ne saurez jamais ce qu'il fait au quotidien. Mais je veux dire, moi, aujourd'hui, en tout cas, je suis très content qu'on s'intéresse à ma structure, qu'on y donne de la force ou qu'on la critique. Parce que je pars du principe que même une critique négative peut être constructive, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup de chance. Karaté Budo aussi, cette belle relation que j'ai avec eux. Je remercierai jamais assez Greg MMA de s'être intéressé à Steve Venom. Il s'est intéressé d'abord à French Viking.
si je dois dire, la relation au départ avec Greg MMA, elle était un petit peu tendue, tu vois. Moi, je lui ai dit, si tu veux faire un sparring avec French Viking, bah, on ira sur le parking à main nue. Et là, il m'a dit, bah, c'est pas possible. Moi, je mets un casque et je mets des gants. Moi, je dis, viens pas, ça sert à rien. C'est pas notre discipline, ça s'appelle du MMA, ça. Voilà. Donc, je remercierai jamais assez Greg de s'être ouvert au Bark Knuckle en me disant, bah, je vais tourner avec Steve. Nous, on a dit, on met des gants. De toute façon, on peut pas s'entraîner à main nue. Tu te rends bien compte au quotidien, tu vois. Donc, voilà. Karaté Bushido, ça a été quelque chose. Je remercierai jamais assez la patience de Charles Villa. J'en parle. Putain, qu'est-ce que j'ai pu le faire chier, lui. Je lui ai cassé les couilles à lui. Hein. Charles Villa, ça a été quelqu'un. Voilà. Si aujourd'hui on parle de nous, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont intéressés à nos histoires, à nos manières de faire les choses. Et moi, je suis très reconnaissant aux gens qui nous donnent de l'attention. Je leur dois de la considération. Et c'est pour ça que tu sais, tous les jours que le bon Dieu fait, je prends mon téléphone comme je fais là, tu vois, regarde, on va le faire ensemble. Je fais ça, hop, ça c'est un message, tac, donc voilà, les messages que j'ai en retard, tu vois, parce que je fais de machin. Après, je fais les demandes, voilà, voilà, donc bon, ça va, j'ai que ça. Et après, je vais sur mon autre compte et en fait, j'essaye de répondre à chaque personne en privé. Donc quand on me dit Cyril Diabaté, il va t'enculer, bloqué, tu vois. Ou tu vois, après j'essaye de répondre, ah mais Gaëtan, comment va Steve Venom après sa victoire, ou comment va le French Viking en ce moment, bah, j'essaye de répondre. J'essaye aujourd'hui, je le dis, j'avais 2000 personnes sur mes réseaux sociaux il y a 12 mois, j'arrive bientôt à 80 000 entre mon TikTok et ça, et Instagram, donc c'est jamais facile de tout répondre tout le temps dans les temps, mais je donne du respect et de la considération aux gens qui me donnent de l'attention, parce que sans eux, bah, peut-être on ne pourrait pas continuer à faire des interviews avec toi, par exemple, ou à faire de belles aventures avec Karaté Bushido, ou peut-être j'aurais pas eu la chance d'intéresser autant euh, euh, Cyril Diabaté. Tu vois, bah, j'ai Karim Clémenceau qui me dit merci pour le partage de story. Bon, voilà. Tout ça, voilà. Moi, j'ai énormément de gratitude. Voilà. Super Gaëtan, ben, je vais terminer le podcast en te remerciant vraiment parce que je vais souligner tout ce que tu viens de dire et c'est vrai que depuis notre premier échange, tu m'as donné beaucoup de reconnaissance au travers, toujours un petit message pour prendre de mes nouvelles. T'as pas hésité aussi à ben, quand il y avait quelqu'un à tes côtés, que ce soit Seth Gecko, Greg MMA, The Rob, de me faire un petit clin d'œil en story, de mentionner After Fight. Donc ça, je t'en suis très reconnaissant et en sachant que ben, t'étais pas obligé de le faire et tu l'as fait. Donc je tenais à le dire dans mon podcast. Merci pour ça. Merci pour ce que tu as fait pour After Fight de Genève. Ça fait plaisir. Moi aussi, je suis reconnaissant sur ça. Donc, je tiens à le dire devant tous mes auditeurs. Merci beaucoup, Gaëtan, pour ça. Et je vais te souhaiter le meilleur pour ta structure, pour la suite de tes aventures avec ben, toute ta clique et aussi pour ton fils. Voilà. Surtout la famille, la santé. Elle m'a dit, ah, Kevin, t'as vu l'interview, papa, je vais te dire bonjour. Ah, super gentil. Ça me fait plaisir, Donc, ça me fait plaisir. C'est la relève en plus. Ça sera la relève. Hein Gaëtan, merci beaucoup. Merci à vous, merci encore pour tout cet intérêt. Comme je dis, aujourd'hui, même s'il y a des fois, je suis un peu très impliqué ou émotionné dans mes réponses ou dans mes attitudes, et parfois je peux paraître peut-être même prétentieux et arrogant. Je reste quelqu'un de profondément plein de reconnaissance et de gratitude aux gens qui nous poussent, qui nous donnent de l'intérêt. Et j'oublierai jamais, j'ai bonne mémoire en fait. Ce qu'on me fait de mal ou ce qu'on me fait de bien, j'ai bonne mémoire. Et Kevin, merci encore pour tout.